a a la chance, l'honneur de recevoir madame Axelle Desain. Madame Axelle Desain, très active pour, nos enfants et pour nous parents. Elle est notamment, bien sûr, la directrice d'internet Sans crainte. Elle est aussi très sensible à, comment je pourrais dire? À dédramatiser certaines situations, tout en étant très conscient des dangers, mais aussi en nous apportant des solutions et aussi à nous, en tant que parents, d'être, au quotidien, aux côtés de nos enfants, dans l'écoute, dans la compréhension et peut-être aussi avec un cadre. Voilà, donc je vous laisse compléter. À vous. Très bien, merci. Merci pour votre accueil. Ben, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Est-ce que déjà on m'entend bien? Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai une voix assez douce, donc je voudrais quand même pas voilà, vous bercer et que vous m'entendiez bien. Voilà. Donc je vais tout de suite partager mon écran, parce que vous n'allez pas juste me voir, je vais partager des choses. Et comme l'évoquait Marie-Françoise à l'instant, l'objectif c'est vraiment de vous pouvoir parler ensemble des enjeux de parentalité numérique sans dramatiser, mais en ayant aussi conscience de certains risques. On va faire des approches aussi par tranche d'âge pour vous donner quelques repères et surtout des messages concrets et des solutions et des outils. Parce que je vais vous raconter un petit peu aussi ce qu'on fait. On a plein d'outils à votre disposition. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez trouver des repères, des clés et ensuite des outils pour vous accompagner au quotidien. C'est mon objectif ce soir. Donc, je m'appuyais sur un support pour vous délivrer un certain nombre de messages. Bien sûr, à tout moment, à travers le chat, vous pouvez poser des questions. Je vais vous inviter aussi à participer à travers des petits sondages. Vous pourrez utiliser le chat pour participer. Et puis, voilà, donc vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Si c'est vraiment en réaction à quelque chose que je viens de dire, pour avoir un complément, j'essaierai de réagir tout de suite. Sinon, on s'arrêtera un peu à la fin de chaque partie pour prendre des questions. On ne prendra pas toutes les questions à la fin, ce qui va vous permettre, voilà, ce qui permettra de faire un semblant plus d'échange, malgré le fait que vous soyez derrière vos écrans. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais voilà, je n'oublie pas que vous êtes là et donc n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat pour vous exprimer et prendre la parole. Donc, je partage mon écran. Et on va pouvoir démarrer. Alors, je veux bien que par la voix, Marie-Françoise peut-être me confirme qu'on voit bien mon écran. Parce que Oui, là, on voit très bien. On voit très bien, pas de problème, Axelle. Merci beaucoup. Donc très vite, hein, pour savoir, pour vous expliquer un peu qui je suis. Donc moi, je suis Axelle Desain, je dirige le programme Internet sans crainte, qui est en fait le programme national de sensibilisation des jeunes au numérique de la Commission européenne. Donc c'est un grand programme de protection des mineurs de la Commission, dont on est un des le représentant en France et qu'on opère, voilà, qui est opéré par Tralalaire depuis 15 ans. En fait, notre mission, c'est surtout d'outiller, de former et d'outiller. Donc, on propose en fait sur notre site une centaine d'outils gratuits et on s'adresse en priorité aux adultes en fait qui sont à côté des enfants et des adolescents. Donc, ce sont les enseignants, les médiateurs éducatifs et vous, parents, mais il y a peut-être aussi des enseignants ou autres médiateurs qui sont présents ce soir. On est aussi organisateur d'un événement qui s'appelle le Safer Internet Day. C'est une journée mondiale qui est dédiée à la protection des mineurs en ligne, qui aura lieu mardi prochain, le 6 février. Vous en entendrez peut-être parler dans les médias, mais aussi à travers vos enfants, puisque cet événement est inscrit à l'agenda scolaire depuis 2022. C'est un des temps forts aussi du programme phare de lutte contre le harcèlement. Donc, de plus en plus dans les établissements scolaires, il y a des actions de sensibilisation à cette occasion. Et nous, on fait des outils, des kits ateliers, des supports. Je vais vous dire aussi ce qu'on fait pour les parents à cette occasion. Alors, ensemble, on va parler parentalité numérique. Du coup, je voudrais voir, à votre avis, quelle est la part des enfants de 6 à 10 ans qui consultent leurs parents pour avoir des conseils sur le numérique? Alors, vous pouvez utiliser le chat, vous avez là 4 propositions, 10%, 30%, 50%, 70%. Je vous laisse quelques secondes pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vos enfants de 6 à 10 ans vous identifient comme les bons interlocuteurs pour avoir des conseils?
Alors, je veux bien du coup l'aide peut-être de Marie-Françoise pour me dire un petit peu quels sont les résultats de ce sondage. C'est quoi les chiffres qui prédominent? Est-ce qu'il y a un chiffre qui ressort, par exemple? Je ne vous entends pas du coup. Alors, je vais peut-être prendre le retour. On est beaucoup à 10%, 30, 70, 10, 10, 50, 5, D'accord. 20, 50, 50 quand même. 50-50, ok. Bah, c'est 70%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une étude qu'on a fait l'an dernier auprès de plus de 1000 parents. Et effectivement, vos enfants à 6-10 ans, ils vous identifient plutôt bien pour voilà, les conseiller sur le numérique. Donc, ils vous identifient bien comme les bonnes personnes pour être à leur côté sur ces sujets. Et à votre avis, si on s'intéresse à la tranche au-dessus, les ados de 13-17 ans, est-ce qu'ils vous consultent pour avoir des conseils? Est-ce qu'on est dans les mêmes chiffres? Alors là, les chiffres ont un peu changé. Est-ce que c'est 20, 40, 60, 80%? À votre avis? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ah, si, ce sont eux qui nous apprennent à nous en servir, donc ça, c'est très juste. Alors, on va voir que oui, mais pas que. Ça reste important d'être quand même à leur côté. Oui, c'était juste Il y a pour plein de choses qu'ils ne savent pas. Voilà. Alors, quel est le chiffre qui ressort le plus? Entre 20 et 40, si je ne me trompe pas. Christine? Donc effectivement, hein, c'est assez réaliste. Donc vous voyez, on est passé de 70% à 40%. Donc c'est bien qu'il y a un moment où on a une écoute et puis il y a un moment où c'est peut-être plus compliqué, où peut-être qu'on ose moins et puis aussi que les enfants, ils identifient moins qu'on peut être leur interlocuteur sur ces sujets. Dernière petite question. Quelle est la part des parents qui craignent le risque de dépendance aux écrans pour leurs enfants? J'ai choisi cette question, mais il aurait pu y avoir d'autres. C'est un peu pour voir les inquiétudes qu'il peut y avoir autour de ce sujet. Donc là aussi, vous avez plusieurs propositions. 30%, 50%, 70%, 90%. À votre avis, c'est une inquiétude pour combien de parents? Et puis, vous pourrez mettre en commentaire aussi si c'est une inquiétude pour vous. Alors là, est-ce qu'on a des parents optimistes ou inquiets? Qu'est-ce qui ressort? On est beaucoup à 70, 90. Hein. D'accord. Bon, alors ça montre peut-être que ça reflète aussi votre propre inquiétude et vous avez... Alors, je ne dis pas que vous avez raison d'être inquiet, je dis que vous avez raison par rapport à vos pronostics, puisqu'effectivement, c'est 90% de parents qui ont cette inquiétude. Donc, on va voir aussi qu'il y a un peu un vrai faux à faire autour des enjeux de santé, de savoir un petit peu où on en est et de voir justement où est-ce qu'on peut intervenir. Alors d'abord, on parle de parentalité numérique. De quoi parle-t-on finalement? C'est vrai que c'est un terme qui s'est installé, mais il est un petit peu obscur ce terme. En fait, c'est une manière de dire accompagner son enfant sur les écrans. Et on pourrait rassembler ça en quelques grands principes que j'ai posés ici, mais qu'on va évidemment détailler après pour voir concrètement quelle forme ça peut prendre. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche de guider ses enfants, le protéger des risques, mais d'être aussi à côté de son enfant pour découvrir avec lui les possibilités du numérique. Il faut casser un peu cette image du digital native, des enfants qui ont tout à nous apprendre sur les écrans, qui savent tout. Il n'y a rien d'inné et ils ont besoin de clés d'utilisation pour bien utiliser ces écrans. C'est important pour cela de créer un climat de confiance, de communiquer et donc de s'intéresser à ces activités sans forcément être dans le jugement. Et pour que tout se passe bien, en fait, c'est important aussi de définir et de discuter de règles en famille autour des écrans, de savoir les faire évoluer avec l'âge, c'est ce qu'on va voir aussi. Et puis bien sûr, quand on peut, et on a le droit d'avoir des comportements différents vis-à-vis du numérique par rapport à ses enfants, mais c'est vrai qu'il y a un peu une question d'exemplarité. On est aussi un modèle pour nos enfants et c'est beaucoup plus facile de faire passer certains messages si on est aussi un modèle autour des écrans. Alors en tout cas, si on peut résumer en 3 étapes clés, en tout cas en 3 messages clés, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est d'abord d'oser.
trop de parents nous disent qu'ils ne se sentent pas légitimes, pas compétents, qu'ils ne connaissent pas les outils, les réseaux sociaux de leurs enfants, qu'ils ne se sentent pas à l'aise. En tout cas, pour parler d'écran et accompagner son enfant sur les écrans, on va voir qu'il n'y a pas besoin d'être expert du numérique parce que ça repose sur beaucoup de bon sens ou de conseils que vous utilisez déjà dans la vie quotidienne. Voilà, ça c'est vraiment pour vous sentir à l'aise sur le sujet et vous sentir légitime sur ce sujet. C'est important d'en parler. En fait, ça semble évident ce que je dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les écrans, c'est devenu quand même beaucoup un sujet de tension en famille. C'est souvent un sujet de tension parent-enfant. Ça peut être un sujet de tension dans le couple aussi, hein, par rapport au regard qu'on a sur ce sujet vis-à-vis de ses enfants. Je parle d'un couple en tant que parent. Et donc, partager ses expériences numériques et informer des risques, oser parler des risques aussi en amont pour que l'enfant soit prêt au moment où il va les rencontrer. Et oser le faire, même si son enfant n'est pas équipé, c'est important. Parce que même si vous avez fait le choix de ne pas équiper votre enfant jusqu'à un certain âge, et c'est votre choix, ça n'empêchera pas forcément votre enfant d'être confronté à des situations. Parce que ce sera peut-être sur l'écran d'un camarade, ou d'un autre parent. Donc, même s'il n'est pas encore utilisateur, c'est important d'être au courant des bonnes pratiques, des bons réflexes pour savoir quoi faire quand il sera face à une situation. Enfin, ce qui est clé, et c'est là où je vais essayer de vous apporter des repères, c'est important d'en donner. Poser un cas d'utilisation des écrans, c'est vraiment ce qui va permettre justement de poser des règles ensemble et chacun va pouvoir mettre ses propres règles. Moi, je vais vous donner des repères, mais chacun ensuite peut poser les règles qui lui conviennent. Mais ça va être un repère finalement pour vos enfants, pour se sentir accompagnés et savoir ce qui correspond à leur âge, à leurs besoins, parce qu'il y a une notion d'âge, mais il y a aussi une notion de personnalité et de profil d'enfant. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que l'utilisation du numérique, elle est innée. À partir du moment où on est en ligne, où on est connecté, je pense notamment aux réseaux sociaux, à partir du moment où on like, où on écrit, on publie, on partage, en fait, on a une responsabilité en ligne. C'est hyper important d'être au courant de ses droits. En fait, le droit s'exerce aussi en ligne et nos enfants, ils sont confrontés sans forcément en avoir conscience et savoir à quoi ils ont droit et leurs devoirs aussi, ça permettrait d'apaiser pas mal d'usages en ligne. Et surtout, ce que je viens de dire, c'est donner des clés pour agir en cas de problème. Et même si vos enfants ne sont pas équipés, ou vous pensez qu'ils n'ont pas encore certains usages, c'est vraiment clé de parler de certains sujets en amont pour être sûr qu'ils y seront préparés. Et c'est ça qu'on va détailler ensemble. Alors, comme je ne vois pas le fil de discussion, moi je suis un peu la seule avec mon écran. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions qui ressortent Alors, il n'y a pas vraiment de questions, il y a des remarques, beaucoup d'inquiétudes. Inquiète justement, mais j'espère que l'on parlera du fléau des tablettes dans le cadre scolaire, donc c'est plus une remarque. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. On a l'habitude à la fédération, lorsqu'on fait des webinaires, de remettre en disposition les replays sur le centre ressources de la fédération. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. On ne vous envoie pas de lien, mais c'est à vous de faire une démarche active pour aller consulter ces webinaires. Je vous remercie. Donc, je vous laisse continuer. Merci. Pour réagir à la première remarque, je ne vais pas aujourd'hui parler spécifiquement de l'usage à l'école et des choix qui sont faits dans le cadre scolaire, puisqu'il n'y a pas des choix qui sont hétérogènes, c'est hétérogène justement, c'est pas homogène sur le sujet. Il y a des établissements qui sont équipés, d'autres pas du tout. Mais l'idée, c'est plutôt vraiment de donner des bons repères face aux écrans. Et le premier sujet, comme on a vu qu'il y a une inquiétude autour de la dépendance, j'ai choisi cette question autour de la dépendance, mais on sent qu'il y a vraiment l'inquiétude sur la santé. Et ça me semblait important de faire un petit état des lieux, un peu par sujet, pour vous donner des repères. Parce qu'il y a effectivement des éléments, puis il y a encore des points de santé sur lesquels il n'y a pas de consensus scientifique. C'est important aussi de le savoir pour lever certaines inquiétudes. Mais pour autant, il y a des impacts et on a la possibilité d'agir. En tout cas, vous avez la possibilité d'agir. Donc, le premier sujet, c'est le sommeil. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien avéré entre l'utilisation des écrans le soir et la qualité du sommeil. En même temps, c'est assez évident. D'abord, il y a cette lumière bleue qui finalement nous maintient éveillés et qui va donc ralentir, retarder le moment de l'endormissement. Et
en général, quand on est face à un écran et quand ce n'est pas forcément la télé, mais justement un smartphone, par exemple, on est en activité, même si on est en train de scroller ou de liker, ou pourquoi pas de faire un jeu. Et si notre cerveau est en activité, eh ben, il ne peut pas enclencher ce qui va permettre l'endormissement. Donc ça, c'est assez évident. Mais là, il y a des possibilités d'agir. La première règle vraiment qui est clé et que vous pouvez appliquer pour tous vos enfants, c'est essayer d'éteindre les écrans 1 heure avant de se coucher. Et j'ai envie de dire, pour les plus petits, la règle, ça peut être plus d'écran après le repas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur la qualité de l'endormissement et du sommeil. Et on le sait tous, un bon sommeil, c'est important derrière pour être de bonne humeur. Ça a des impacts sur notre santé mentale. Et puis ensuite, évidemment, sur l'attention, la concentration. On évite le plus possible les écrans dans la chambre. Si c'est des règles qu'on met en place très tôt, et ben même vos ados, en grandissant, ils vont prendre cette habitude de ne pas forcément avoir des écrans dans la chambre aussi, mais si possible, si on peut éviter ça. En tout cas, au moment du coucher, hein, l'écran peut être utilisé dans la chambre en journée, mais éviter que l'écran rentre dans la chambre, c'est une chance en plus de ne pas avoir d'impact sur le sommeil. Et puis, quand ils grandissent, c'est pas toujours évident et puis le téléphone, il peut servir aussi à écouter de la musique, il peut aussi servir de réveil. Donc déjà s'autoriser des moments de déconnexion la nuit, donc couper ses notifications, passer en mode avion, couper le Wi-Fi, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être une solution, mais là ça impacte toute la famille. En tout cas, s'assurer qu'on ne va pas être dérangé pendant la nuit par les notifications, la lumière de son téléphone, c'est garantir pour les ados un sommeil plus réparateur. Je vais vous donner un petit chiffre comme ça, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour information. 1/3 des adolescents se réveillent la nuit pour consulter ces notifications. Ça a forcément un impact sur le sommeil. Donc ça, c'est des choses. S'autoriser la déconnexion, c'est vraiment un message que vous pouvez leur faire passer. Après, on a entendu des choses autour de l'agressivité. On dit, voilà, je m'ai mis en général, mais les idées que les écrans, ça rend violent, voilà, que les jeux vidéo rendent violent. Non, les écrans peuvent créer une excitation parce que l'activité qu'on y fait, la stimulation de l'image, ça peut créer une excitation. Mais les écrans en eux-mêmes ne vont pas rendre agressif ou violent. En général, ce qui va créer de l'agressivité, de la violence, j'ai envie de dire une expression un peu intense des émotions, ça va être souvent lié à la frustration, liée à l'arrêt. Et je pense notamment aux plus jeunes. Mais ça peut arriver plus grand et ça peut arriver même à des adultes. Hein. Imaginez, on vous arrête en plein votre jeu vidéo préféré ou votre série préférée sans vous prévenir. Ça peut être un peu compliqué à gérer pour vous aussi. Donc là, l'essentiel, mais on va faire un focus sur le temps d'écran, c'est vraiment prévenir. Plus on prévient, plus on gère en fait l'arrêt de l'écran, moins il y aura de frustration, moins ces comportements qui peuvent parfois être violents, agressifs, vont être faciles à gérer. Donc on va voir que c'est essentiel pour les plus jeunes notamment de les aider à visualiser le temps et surtout d'anticiper la suite. Plus on anticipe ce qui se passe après l'écran, plus ça projette l'enfant non pas dans du vide ou de l'ennui, mais dans quelque chose de concret qui va rendre plus facile l'arrêt des écrans, mais on va en reparler dans quelques minutes. Alors, il y a des discours aussi autour de la vision. Alors, c'est vrai que les professionnels de santé s'alertent sur un peu une épidémie de myopie. Il y a des discours un peu controversés là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un usage intensif de l'écran, ça provoque une fatigue des yeux, une sécheresse oculaire et ça peut provoquer des maux de tête. C'est normal, c'est la luminosité, c'est le fait aussi, on cligne beaucoup moins des yeux devant les écrans, donc on se fatigue plus. Donc ça peut engendrer aussi une fatigue générale. Là aussi, faire des pauses. Je dis des choses qui peuvent être un peu évidentes, hein, mais c'est important de l'avoir en tête. Et puis, c'est des conseils qui sont valables pour vous parce qu'on en est victime aussi en tant qu'adulte. Mais penser à faire des pauses régulières, à aussi jeter, quand vous êtes devant votre ordinateur, aux enfants ou qui ont tendance aussi à mettre l'écran très près de leurs yeux, à penser à regarder, à mettre de la distance, mais aussi à projeter son regard. Et il y a quelque chose d'avéré pour protéger ses yeux, de la myopie notamment, c'est de passer au moins 2 heures par jour à l'extérieur, en tout cas entraîner son regard à une vision beaucoup plus lointaine. Mais ça vient rejoindre des enjeux de santé par ailleurs, de prendre l'air, d'être en activité. Donc
voilà, si on peut essayer de préserver ça tous les jours pour nous et nos enfants, ben, c'est peut-être éviter ce type de trouble. Avant, Ensuite, on parle, il y a des avant remarques que vous peut-être. continuiez, oui, il y a beaucoup de remarques justement Ah, par rapport aux règles, tout ça, c'est quelque chose de, comment peut-on mettre en place ces règles? Comment, ah ben, on y vient très vite. Je finis sur un peu les enjeux de santé parce que c'est important et puis on va voir justement euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment le mettre en place. et alors Donc, une petite question, je oui, ne sais pas si elle est là maintenant ou pas, pourquoi la télé ne présente pas les mêmes dangers que les écrans? alors, on va pas, ça dépend de quoi on parle. En termes de vision, déjà, on est en général, on n'est pas collé à sa télévision. On est beaucoup plus distant et on va être dans un espace où en fait le regard va être aussi beaucoup plus mobile. Ensuite, sur d'autres enjeux de santé, ça peut être exactement la même chose. Voilà. Donc la santé, on parle aussi de santé mentale, hein, on en a beaucoup parlé, notamment dans le cadre d'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est vrai, il a été montré que les réseaux sociaux peuvent alimenter les troubles mentaux. Je vous dis rapidement pourquoi. Pourquoi? Parce que si jamais on a des sujets de préoccupation et qu'on recherche ces sujets sur les réseaux sociaux, eh ben, on peut se retrouver enfermé dans ce qu'on appelle une bulle de filtre, qui est voilà, alimentée par les algorithmes, qui fait qu'on va nous pousser que des contenus qui sont liés à notre intérêt. Et si à ces moments-là, nos intérêts sont tournés vers des pensées noires ou voilà, ou des intérêts qui peuvent être nocifs pour notre santé mentale, et ben, on va avoir l'impression que on est entretenu en permanence dans ces idées-là. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable, hein, 45% des 17 ans qui seraient impactés par de l'anxiété, de la dépression, des troubles alimentaires ou voilà, qui peuvent se traduire par des troubles alimentaires ou de l'automutilation. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et d'avoir un discours autour de ça. On va reparler des réseaux sociaux, mais que c'est pas toujours le reflet de la réalité et du coup d'être hyper attentif aux signaux, à des changements de comportement, des changements d'état. On va en reparler pour les cas de cyberharcèlement, mais se dire aussi que peut-être son enfant, à travers ces réseaux, peut être finalement alimenté dans ses idées noires. Peut aussi lui communiquer peut-être des mauvaises idées avec des contacts qu'il peut avoir. Donc, en tout cas, être attentif à ça. Et enfin, on parle aussi de surpoids. Alors évidemment, les écrans ne font pas grossir eux-mêmes, hein, mais c'est sûr que face à un écran, eh ben, on dépense moins d'énergie et il est prouvé aussi qu'on a tendance à plus grignoter. Donc je voulais quand même rappeler quelque chose qui peut sembler évident, mais qui est quand même essentiel et qui est un sujet sur lequel les professionnels de santé nous alertent régulièrement. L'activité physique reste essentielle pour les enfants et les ados et doit faire partie de leur quotidien. Et aujourd'hui, avec des temps d'écran qui se rallongent, on oublie parfois peut-être ce temps d'activité important pour leur développement. Et ensuite, voilà, on nous a parlé que les écrans pourraient entraîner l'échec scolaire, des troubles de l'attention, des troubles du langage. Il y a peu de choses qui sont avérées scientifiquement. Ce qu'il laisse, c'est qu'effectivement, une surconsommation d'écran peut entraîner des troubles de l'attention et du langage chez les petits, mais on est vraiment dans des cas de surconsommation seule, c'est-à-dire sans la présence et la parole du parent, parce qu'on se rend compte que quand il y a un parent, qu'il y a de l'interaction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre vos tout petits devant des écrans, mais la présence, l'interaction du parent qui est nécessaire à son développement peut empêcher totalement le fait qu'il y ait des impacts négatifs. Et la surconsommation d'écran multiplie par 2 le risque d'échec scolaire à l'adolescence. Et ça, c'est tout simplement lié au fait qu'effectivement, si on passe tout son temps devant des écrans, on n'est plus sur ses cahiers, on n'est plus en train de travailler. Donc c'est un effet voilà, de cause à effet lié à moins de temps consacré au travail. Voilà, c'était un petit point qui me semblait important. Et maintenant, on va voir les besoins et les enjeux par âge. Est-ce qu'il y avait une remarque? Alors, les remarques. Vas-y, Marie-Françoise, je te laisse la place. Alors, j'aurais une remarque, enfin non, j'aurais un point, c'est sur le sommeil qui est très important parce que souvent on oublie de parler de la qualité du sommeil et vous l'avez abordé de façon très, très claire. Et pour les acquisitions scolaires, notamment puisque nous sommes dans le cadre des parents d'élèves, il est important que l'enfant ait un sommeil de qualité, puisque c'est la nuit où ça se passe en fait, hein, donc où tout ce qu'il a appris la journée se pose et
Et là, vraiment, quand vous, enfin, je crois que c'est vraiment un point très important que vous venez d'aborder. Oui, en fait, j'ai choisi vraiment des enjeux de santé, un peu clés, pour justement vous donner des repères où voilà, l'enjeu c'est pas forcément, la dépendance. C'est vraiment de s'assurer que son enfant a une bonne qualité de sommeil, a suffisamment d'activité et effectivement, une utilisation un peu intense des écrans peut altérer ça et c'est des sujets sur lesquels vous avez la main et vous pouvez, rééquilibrer. Donc la règle de 1 heure avant de se coucher, on arrête les écrans, mais c'est valable aussi pour nous, hein. C'est sûr que ça a un impact sur, l'endormissement et du coup forcément la qualité du sommeil. Il y a une vraie alerte, les adolescents notamment ont perdu énormément de sommeil en une vingtaine d'années. Ça équivaut à quasiment, 1 nuit de sommeil en moins par semaine, c'est énorme. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut et qui doit être fait, sur ce sujet. Alors on va voir un peu les enjeux par âge. Je vais commencer quand même avant 3 ans parce que voilà, il y a peut-être, même si vous êtes des parents, d'élèves, vous avez peut-être des tout petits. Je vais passer vite dessus, mais c'est quand même pour avoir quelques repères. Et si j'ose parler d'avant 3 ans, c'est qu'évidemment la règle entendue, c'est pas d'écran avant 3 ans et je la soutiens, mais je pense que c'est important de comprendre les enjeux et pourquoi en fait il faut éviter les écrans avant 3 ans. Donc, un petit rappel du développement, en fait, et à chaque fois, pour les tranches d'âge, on va voir ça. C'est quoi les enjeux de développement à cet âge-là? Quelles sont en général les problématiques rencontrées par les parents autour des écrans? Et quels sont vraiment les sujets clés d'accompagnement et les messages clés d'accompagnement? Et en fait, pour chaque tranche d'âge, on fera un focus sur une problématique et on découvrira ensemble des messages et des outils pour pouvoir vous accompagner. Donc vraiment, en 0-3 ans, l'enjeu, c'est le développement du langage, la motricité et des sens. En fait, ils ont surtout besoin du contact, de vous, du contact avec les parents, essentiellement, mais avec leur entourage, l'attention, le regard. C'est ça qui est clé pour leur développement. Donc on voit bien que l'écran n'a pas sa place dans ces besoins de développement-là. En général, les problématiques que vont rencontrer les parents, c'est qu'ils voient les écrans comme un moyen d'occuper leur enfant et on n'est absolument pas là pour juger. Évidemment, ça peut être pratique aussi que son enfant devant un écran va faciliter peut-être un trajet en voiture ou permettre tout simplement d'aller prendre une douche, poser ou préparer son repas. Il y a des questionnements sur l'adaptation des contenus aux tout petits et des questionnements sur le temps d'écran possible. Alors, voilà les réponses sur le sujet. Je le redis, les écrans ne sont pas nécessaires au développement. Ils n'en ont pas besoin parce qu'on a des parents qui nous disent: «Oui, mais on parle de compétences numériques, c'est important. Moi, j'ai envie que mon enfant puisse à développer ses compétences le plus tôt possible et puis regardez, c'est formidable, il sait, dire, les chiffres en anglais». Oui, mais en fait, c'est pas parce qu'on est capable de répéter des mots de manière mécanique qu'on rentre dans le langage. En fait, les écrans, les enfants n'ont pas, le cerveau des petits n'a pas la capacité à traiter l'information, à travers un écran. Donc ce qu'ils y voient ne peut pas être un apprentissage. Donc pour autant, heu, ponctuellement, vos enfants peuvent être devant des écrans avec, et puis quand on parle de 0 à 3 ans, un enfant de 2 mois et un enfant de 2 ans et demi, ce n'est pas la même chose. Donc quand l'enfant rentre dans le langage et pour développer aussi sa motricité, il y a des activités numériques qui sont, tout à fait, adaptées en votre présence, pareil pour des dessins animés et surtout avec un temps court. En fait, l'attention d'un enfant à cet âge-là ne dépasse pas, 10 minutes. Donc finalement, 10 minutes d'écran en présence d'un adulte, ça doit être un maximum. Alors j'entends un petit bruit de… Excusez-moi, vous parlez de tous les écrans ou simplement vous différenciez TV et écran, enfin, ordinateur, tablette? Non, je fais aucune Excusez-moi, j'utilisais le différenciation. terme de… Non, là, en fait, il y a aucune différenciation. C'est pour ça que c'est important parce que j'ai envie de dire, même la télé qu'on laisse allumer, longtemps, avec un enfant de 0-3 ans dans la pièce, il va être attiré par l'écran. Ça n'est Voilà, c'est pas bon pour son… Voilà, ce n'est pas utile à son développement. Je ne vais pas forcément dire que c'est négatif. Mais voilà, donc c'est à éviter et ce qui n'est vraiment pas utile, c'est l'écran, sur un smartphone et je rappelle qu'un smartphone est un écran. Ça va sembler évident, j'espère pour la plupart d'entre vous, mais on rencontre des parents qui n'ont même pas en tête qu'un smartphone, est un écran. Donc je parle bien des smartphones aussi ou des tablettes. Ce n'est pas utile, mais ça peut être ponctuel.
sur des temps courts et toujours en présence des parents pour justement avoir ce contact, cette attention, l'écoute et le regard des parents. Parce que finalement, à cette tranche d'âge-là, on avait fait une affiche il y a quelques années avec l'association 36912 avec Serge Tisseron. Le problème qu'il y a aussi, c'est l'utilisation de l'écran par l'enfant, mais surtout aussi par les parents. Parce que finalement, un parent qui est capté par son écran, que ce soit son téléphone ou autre, il ne donne pas ce regard à son enfant qui est nécessaire à son développement. C'est ce qu'on appelle la technoférence. Et aujourd'hui, c'est aussi un enjeu important. Donc, voilà, quand on est avec son enfant, surtout le tout petit, c'est important d'être totalement disponible pour lui, de le regarder, d'être dans l'échange parce que c'est nécessaire à son développement. S'il n'y a pas des questions sur les tout petits, je vais m'intéresser à cette tranche d'âge-là, ensuite sur les 3-6 ans, mais vous allez voir qu'il y a des enjeux qui sont assez similaires. Est-ce que je peux enchaîner, du coup? On est plus sur les plus grands, en effet. Voilà, Oui, c'est tout à pour ça. fait, Je passe, mais c'était important de redonner ces repères, parce qu'il y a peut-être quand même, voilà, des parents qui sont encore parents de tout petits aussi, donc peut-être des petits frères, des petites sœurs. Alors, sur le développement des 3-6 ans, là, on va être dans l'acquisition de la maîtrise du corps et des gestes. Ils ont besoin d'activités sportives, ils ont aussi besoin d'apprendre à jouer seuls. Et c'est normal. C'est là que ça va vraiment se développer, c'est vraiment tout le développement du langage, de la pensée, mais aussi de la socialisation. Alors, quelles sont les principales problématiques que les parents rencontrent face aux écrans? En général, ça va être difficile pour les enfants de comprendre, respecter un cadre. Et pour autant, c'est essentiel de commencer à poser un cadre à ce moment-là parce que c'est ce qui va faciliter tout le reste après. Et souvent, c'est là où on va être confronté à la frustration de l'arrêt des écrans, mais qui se poursuit après. Hein. Ce que je vais dire là, ça vaut aussi pour la tranche juste au-dessus. Alors, comment on va les accompagner? Donc là, je le redis, c'est vraiment l'âge où on évite les écrans avant le coucher. Et le mieux, c'est après manger, voilà, il n'y a plus d'écran. S'il y a eu un peu de télé avant manger, après, il n'y a plus. Bien sûr, on va rester vigilant sur les contenus, avoir des contenus qui sont adaptés à l'âge. C'est important de regarder, d'explorer, de jouer ensemble. Les activités numériques doivent continuer à être avec un adulte le plus possible. Et l'enjeu, ça va être de gérer la frustration de l'arrêt. Alors, on va du coup faire un petit focus sur cette gestion du temps d'écran. Alors, à votre avis, vous, combien de temps passe votre enfant sur les écrans? Et peu importe la tranche d'âge, la 3-6. Hein. Dites-moi un petit peu, là, on parle vraiment de la gestion du temps d'écran tout âge. Alors, si vous pouvez, mettez l'âge de votre enfant et le temps passé, comme ça permet, parce qu'on se doute bien que plus ils sont jeunes, c'est peut-être moins, et plus âgés. Alors, moi, je ne vois pas vos réponses. Alors, est-ce qu'on peut un peu m'éclairer sur est-ce qu'il y a des temps qui ressortent? Est-ce qu'il y a un peu tous les temps? Est-ce qu'il y a 0 temps aussi peut-être? Non, il y a un petit peu tous les temps. Je dirais à minima, c'est 40 minutes pour des Ouais, enfants de 4 à 8 ans. Au maximum, ça va jusqu'à 6 heures. C'est le grand maximum quand même. Sinon, on est à 1 heure pour un 12 ans. Alors, c'est 6 heures avec le PC de l'école à 15 ans. 15 minutes par jour à 4 ans. 3-4 heures, 15 ans. 1 heure, 5 ans et 8 ans. d'accord. 6-7 heures. C'est très variable. Hein, 8 C'est heures. très 8 variable. ans, pardon, 1 heure. Mais finalement, c'est assez représentatif ce que vous dites des temps d'écran qui sont connus aujourd'hui, voilà, des enfants et des ados. Donc, on est quand même, vous voyez, à 56 minutes de temps d'écran journalier à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi. C'est beaucoup aujourd'hui par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, vous voyez un temps d'écran journalier qui augmente avec l'adolescence. Mais aujourd'hui, il faut On a quand savoir même que des enfants qui sont très disciplinés parce que jamais la semaine et 4 heures le week-end. D'accord. Et une remarque très juste de parents auquel ils notent qu'il faut rajouter le temps qu'ils passent aussi sur Pronote, qui est aussi très important, qui est en lien avec l'école. Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que des fois, on est un peu contradictoire. Tu ne fais pas ça, mais par contre, pour l'école, tu as le droit de regarder sur voilà, l'ordinateur. Donc, c'est peut-être aussi à prendre en compte comment on l'explique aux enfants.
Exactement. Mais de toute façon, les écrans nous amènent à être face à pas mal effectivement, de contradictions, parfois d'ailleurs avec ses propres choix, et puis ceux qui vont être demandés par l'école, notamment à utiliser, alors en premier un ENT, effectivement, c'est un peu le passage obligé pour avoir accès aujourd'hui aux devoirs. Il y a parfois des choses qui ne sont même pas inscrites sur un cahier de texte classique. Mais pour autant, ça peut rester un usage qui se fait avec l'enfant ponctuellement. Et après, effectivement, il y a d'autres usages numériques qui sont proposés par des enseignants en fonction de leur pédagogie et qui peuvent amener parfois peut-être à être contradiction avec vous, ce que vous avez envie de défendre. Oui, juste pour information, vous avez cité la source cohorte ELF de juillet 2023. On a une personne dans la salle dont l'enfant a participé à la cohorte. D'accord. Très bien. Bah, si jamais à un moment, il y a un éclairage particulier à donner par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut savoir que la tranche d'âge des 13-17 ans aujourd'hui, par rapport à l'ensemble de la population, donc adultes compris, est la tranche d'âge qui passe le plus de temps sur des écrans. Voilà. Alors, nous, on vous propose des petits outils. Donc, ça va être l'occasion peut-être de commencer à vous présenter aussi une ressource. On a mis en place en fait une petite série vidéo qui vient vous aider en fait à répondre très simplement et très concrètement à des questions de parents. Donc, je vais vous montrer une de ces vidéos qui est justement pour apprendre à son enfant à gérer son temps d'écran. Alors, c'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ensuite, je vais mettre en plein écran. Vous entendez le son aussi? Oui, oui. Oui, 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 oui. on le voit et on entend. Maintenant, on n'entend plus le son. Non, c'est vrai. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus le son. Axel, est-ce que vous nous entendez? Parce que là, on n'a pas de son. Pas de son? Non. Non. On a l'image, mais pas le son. Attendez, je coupe. Il n'y a pas de son? Non. Il n'y a pas de son pratiquement depuis le début. On vous a dit oui et puis ça a coupé. Ah mince, alors je pense que c'est lié au partage. Alors je vous laisserai, voilà, je vous laisserai la regarder, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de son, je vous affiche juste la fin. Parce qu'à la fin, il y a une synthèse des messages clés. Voilà, donc en fait, ces séries vidéo, elles vous essaient de vous apporter des réponses vraiment concrètes. Et là, de toute façon, on va les reprendre ensemble. Mais c'est pour vous montrer que c'est des petits outils que vous pouvez aussi, qui peuvent compléter tout à fait ce rendez-vous-là ensemble et vous aider à apporter des réponses concrètes. Et surtout, c'est des choses que vous pouvez aussi regarder avec vos enfants. Et on a la même chose pour les ados avec des pistes justement pour les aider à déconnecter la nuit. On a aussi, mais alors s'il y a un problème de partage d'écran, je pense que c'est important aussi que les enfants, le plus tôt possible, comprennent aussi que tout est fait pour qu'ils soient scotchés à leurs écrans. Je pense surtout aux tablettes, bien sûr, et aux smartphones, parce que les interfaces, les services qu'ils utilisent, notamment les réseaux sociaux, sont conçus pour qu'on soit le plus longtemps possible dessus. C'est leur modèle économique, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc, comprendre ces mécaniques, c'est aussi rassurant parce qu'on a tendance à se sentir nous-mêmes, hein, on est accro, à se sentir un peu coupable, et les jeunes aussi, à être scotchés sur les écrans. Comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi une bonne manière de pouvoir en garder la maîtrise et savoir comment agir. Donc, on a fait une vidéo vraiment qui est pour les enfants. Donc, cette fois, c'est plutôt pour les 8-14 ans et qui explique concrètement toutes les mécaniques qui sont utilisées dans les réseaux sociaux notamment pour nous rendre captifs et comment on peut agir. Donc ça, c'est vraiment un support que vous pourrez regarder avec vos enfants. Et ces vidéos, elles sont accompagnées d'une fiche famille justement pour pouvoir
continuer la discussion avec vos enfants et vous apporter des éléments justement d'accompagnement. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc déjà, nous, quand on interroge les parents sur leurs préoccupations, le sujet qui ressort le plus, c'est la gestion du temps d'écran. Et puis, on a bien vu tout à l'heure cette préoccupation à 90% sur la notion de dépendance. Donc, dépendance, on est vraiment lié à du temps. Or, il faut réussir à prendre de la distance avec ce sujet du temps parce que ce n'est pas le plus important. En fait, le problème aussi, quand on est focus que sur la question du temps d'écran, on s'intéresse moins aux usages et au contenu. Or, c'est ça qui est important. On ne peut pas parler d'écran d'une manière générale, on ne peut pas parler du temps d'écran d'une manière générale. Un temps, des heures à passer à une série ou à jouer à un jeu vidéo ou faire des recherches pour un exposé ou à discuter avec ses amis en ligne sur un réseau social, ce n'est pas du même temps d'écran. On ne peut pas le comparer. Alors, en termes de fatigue visuelle, oui, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment s'intéresser plutôt aux usages. Et en fait, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt un équilibre. En fait, l'enjeu, c'est plutôt que les écrans se placent dans nos vies, j'ai envie de dire d'une manière générale, la nôtre comme celle de nos enfants, de manière équilibrée. Et là où il y a un risque, c'est quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire quand ça prend la place sur des activités que faisait l'enfant, il aimait faire un sport, de la musique, dessiner, et que tout d'un coup, cet écran, il prend toute la place. Plus grand, ça va être de rester des heures enfermés dans sa chambre sur une même activité, alors qu'avant, ils aimaient sortir, par exemple, aller voir des amis. Donc, c'est ce déséquilibre qui doit inquiéter, et c'est vraiment cet équilibre de trouver une bonne place pour les écrans qui est l'enjeu. L'important aussi, et notamment pour les plus jeunes, c'est que l'écran ne doit pas être une réponse à l'ennui. En fait, l'écran, c'est vraiment la réponse facile quand on s'ennuie. C'est magique, on ose, c'est lumineux, il y a des choses qui bougent, il y a des jeux, il y a des activités. Ça vient répondre tout de suite. Ça nous empêche même de nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Or, finalement, il ne faut pas avoir peur de l'ennui pour les enfants. L'ennui, c'est là qu'il fait naître l'imagination, c'est là qu'on apprend à jouer seul et l'enfant doit aussi apprendre à jouer seul. Donc, un enfant qui va demander « Est-ce que je peux avoir la tablette? Est-ce que je peux avoir ton téléphone ?» C'est important de lui apprendre à qualifier son temps d'écran et de lui dire « Qu'est-ce que tu veux faire exactement? En fait, qu'est-ce que tu as envie de faire là ?» Et souvent, s'il n'y a pas de réponse immédiate, si ce n'est pas « Ah, je veux regarder un épisode de mon dessin animé préféré » ou je voudrais jouer à une partie de mon jeu », peut-être que ça peut être tout simplement remplacé par autre chose. Donc, apprendre à qualifier son temps, c'est important. Pour les plus jeunes, si on veut les accompagner dans l'autonomie, parce que finalement, la parentalité numérique, c'est ça, c'est pas être dans le contrôle, c'est pas être dans le jugement, c'est plutôt accompagner peu à peu ces enfants à être autonomes sur les écrans. C'est les aider vraiment à matérialiser le temps. Là, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Plus ça peut être vraiment visuel, un sablier, un minuteur, ça va les aider à se responsabiliser et ils vont avoir envie aussi d'arrêter finalement seuls avant que le temps se soit écoulé. Et puis parce que je pense que c'est pareil pour vous aussi, on ne voit pas passer le temps devant les écrans. Et pouvoir voir ce temps s'écouler. Si on dit tu as 15 minutes d'écran, un sablier de 15 minutes qui va permettre de voir le temps s'écouler, ça aide à matérialiser et peu à peu se rendre compte de ce que ça veut dire ce temps d'écran. Ça va être une vraie aide parce que ça va être aussi une aide pour gérer cette frustration de l'arrêt. Plus on peut anticiper, prévenir, plus cet arrêt des écrans, il va bien se passer. Donc déjà, ça va être de dire, de prévoir une activité qui est adaptée au temps dont on dispose. C'est-à-dire si on dit à un enfant, bon, tu peux faire un peu d'écran avant de manger, et qu'on sait que c'est le temps qu'on prépare, que c'est 15-20 minutes, on ne va peut-être pas le mettre devant un dessin animé qui en fait 40, ou lui laisser se lancer dans une activité, imagine qu'on a 15 minutes devant nous, pas se lancer dans une activité d'un jeu qui dure bien plus longtemps pour arriver à un moment où il va pouvoir sauvegarder. Donc déjà, de pouvoir anticiper une activité qui est adaptée au temps dont on dispose, c'est important. Plus on prévient, et donc s'aider aussi d'outils pour matérialiser le temps, et puis de redire, dans 5 minutes, je te repréviens, dans 5 minutes on arrête, est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que tu vas vraiment pouvoir, je pense aux jeux vidéo, pouvoir t'arrêter parce que vraiment, dans 5 minutes, on arrête. Et puis pour l'enfant, peu à peu, l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir garder la maîtrise et le contrôle et c'est plutôt rassurant. Mais finalement, cette frustration de l'arrêt, elle peut plutôt bien se gérer quand on prend le temps de le faire, qu'on anticipe, qu'on prévient et qu'on pense aussi à ce qui va se passer derrière. Plus on peut anticiper ce qui se passe derrière, mieux ça se passe.
Ensuite, pour les plus grands, on a plein d'outils aussi et de manières de gérer ce temps d'écran. D'abord, d'en faire un sujet, ça peut vraiment être un sujet de discussion avec vos ados, d'observer ensemble le temps qu'on consacre aux écrans. Aujourd'hui, tous nos téléphones, nos réseaux sociaux aussi, ils gardent cette trace du temps passé par activité. L'observer, le regarder, en faire un sujet de discussion et de se dire, bah tiens, est-ce que la semaine prochaine, je peux faire mieux? Ça peut être un défi qu'on se lance en famille. On peut aussi s'appuyer sur les fonctionnalités des écrans et des réseaux sociaux. Donc, il y a la visualisation du temps, pardon, mais on peut aussi activer des limites, se donner des alertes. Il y a plein d'outils maintenant dans les outils de contrôle parentaux aussi, que moi je préfère appeler supervision parentale parce que contrôle parental, ça ne renvoie pas tout à fait le bon message d'accompagnement aux écrans. Mais on a plein d'outils techniques aussi qui peuvent nous aider à nous réguler. Ce qui est important aussi en termes de message, c'est de dire à vos ados de choisir finalement ces moments de connexion et de déconnexion. Donc pour ça, désactiver les notifications, activer le mode silencieux. On a des modes concentration aussi qui existent sur nos écrans qui vont faire que voilà, on ne va pas être dérangé par des appels, par exemple. Donc ça, ce sont vraiment des outils très utiles pour apprendre à regarder de la distance et se dire on n'est pas censé être disponible tout le temps vis-à-vis de notre communauté en ligne. On a le droit de prendre de la distance. Ou vis-à-vis de l'information, hein, c'est la même chose. Et puis, c'est peut-être l'occasion de dire aussi qu'on est un peu tous égaux par rapport à ce problème d'attrait des écrans qui nous rendent très captifs et que nous aussi, et ça peut être un vrai sujet de discussion avec vos enfants, de dire que ça peut être difficile aussi pour vous de décrocher, ça peut être l'occasion de le partager et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Ça, c'est plus côté ado. C'est une remarque qui revient souvent, hein, l'exemple par les parents et le fait que nous-mêmes, parents, n'arrivions pas forcément à décrocher ou à être raisonnables. Je ne sais pas, avant que vous continuiez, on nous demande les outils de supervision. Est-ce que vous y revenez dessus ou pas? Quels outils? Alors, les outils de supervision, de contrôle parental, moi, je suis très simple sur le sujet, il y en a plein, mais vraiment, n'allez pas plus loin que ceux qui vous sont proposés par votre fournisseur d'accès Internet, votre opérateur mobile ou tout simplement le matériel que vous utilisez, que ce soit un smartphone, une tablette, les consoles de jeux. Pensez aussi que les consoles de jeux sont toutes équipées d'outils de contrôle parentaux. Donc, n'allez pas plus loin, n'allez pas acheter un matériel, n'achetez un outil. Ils en proposent tous, c'est une obligation. Et en plus, à partir de juillet, ils seront même installés par défaut sur les matériels achetés. Voilà, c'est une obligation liée à la loi. Donc, ils sont tous suffisamment efficaces pour vos besoins. En fait, vraiment, les outils de contrôle parentaux, ça doit vous servir à deux choses essentielles. À protéger vos enfants de certains contenus. En fait, en étant connecté à Internet, on a accès à tout Internet, ce qu'il y a de bien, mais aussi ce qu'il y a de pire. À partir du moment où votre enfant est connecté, en fonction de son âge, il a besoin d'être protégé de contenus on va revenir sur les contenus violents, choquants, etc. Il a besoin de cette protection. On parle beaucoup de pornographie, par exemple. Le contrôle parental est un outil prouvé et vraiment efficace pour protéger vos enfants de ce type de contenu. Donc déjà, ça va être votre allié. Alors, on n'a jamais une garantie à 100%, mais c'est quand même assez efficace pour protéger de tout ce qui va être contenu préjudiciaire pour les mineurs. L'autre intérêt du contrôle parental, ça va être ça fait partie de ces outils qui peut aider à poser un cadre d'utilisation de temps d'écran. Voilà, qui va définir des plages horaires si c'est ce que vous avez envie de mettre en place, qui va mettre des alertes, qui va éventuellement bloquer l'accès aussi à certains contenus. C'est-à-dire, vous pouvez décider dans le contrôle parental que votre enfant ne va pas pouvoir télécharger des applications sans votre accord, ou qu'il ne va pas pouvoir télécharger des applications de type réseaux sociaux, par exemple. Donc, il faut vraiment le voir comme un allié, comme une aide, et en tout cas, pas quelque chose qui peut faire ce travail d'accompagnement. Mais c'est un vrai outil d'aide et d'accompagnement à l'autonomie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vous invite à le présenter à votre enfant, parce qu'un contrôle parental, le mot n'est pas très sympathique. Il renvoie à votre enfant que vous êtes là pour le surveiller, le contrôler, et lui fixer des limites. Et dès qu'on a des limites, on a envie de les franchir. C'est pour ça que les enfants cherchent absolument à trouver vos codes pour contourner le contrôle parental, mais s'ils comprennent que c'est pour les protéger, pour les aider et les accompagner peu à peu vers une utilisation en autonomie, forcément, c'est beaucoup mieux accepté.
Alors, avant, en fait, je pense que c'est de ma faute que j'ai dû faire une mauvaise manip et oublier un slide, enfin, ou enlever un slide. En fait, je voulais vous montrer un outil, justement, pour gérer le temps d'écran. C'est un outil qu'on a mis en place pour poser un cadre d'utilisation des écrans. Alors, si ça se trouve, je l'ai mis après, mais ce n'est pas grave. Je le montre maintenant. Voilà, c'est un outil qui s'appelle Faminum. Pas du tout besoin. Pas du tout besoin d'être connecté d'ailleurs pour l'utiliser, que je vais vous présenter. Et c'est vraiment un outil gratuit. Alors, j'ai oublié de le dire, mais évidemment, tout ce dont je vais vous parler comme outil ce soir, ce sont que des outils gratuits que vous pouvez retrouver facilement sur notre site. Donc, Faminum.com, c'est un site qui peut vous aider à justement poser un cas d'utilisation avec vos enfants. L'objectif, en fait, c'est un peu créer ce qu'on a appelé la charte numérique de la famille. Vous pouvez le faire parents, on vous invite à le faire avec vos enfants. Je vais vous montrer que ça se fait vraiment en quelques étapes. L'objectif au départ, ça va être de choisir, de définir un peu les différents âges de la famille, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir les mêmes conseils en fonction des âges. Donc, imaginons, moi, je vais choisir que j'ai des enfants de 6-9 ans, de 13 ans et plus, et puis, c'est important de cocher adulte et de prendre aussi en compte les adultes de la famille. Ensuite, vous allez choisir vos sujets de préoccupation, les thèmes qui vous intéressent, parce que c'est important de voir aussi qu'on ne peut peut-être pas traiter tous les sujets, puis qu'il y en a qui sont plus spécifiques à des tranches d'âge. Donc, par rapport aux tranches d'âge que j'ai choisies, peut-être que… donc, je vais mettre du côté le temps d'écran parce qu'on en a pas mal parlé, mais par exemple, je vais choisir les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Et là, on va m'afficher des recommandations de bonnes pratiques par rapport à ces choix. Alors, la forme que ça prend, c'est que je vais accéder comme ça à une carte avec un message très simple. Voilà, c'est des bonnes pratiques qu'on vous propose. Et vous voyez, j'ai des flèches à côté. Je vois que je suis dans la catégorie jeux vidéo. Je le vois aussi avec le petit pictogramme. La truc, elle est là? Oui. La graffeuse. Ah, pardon, je pensais que c'était une question. Alors, si cette carte ne vous intéresse pas, on choisit ensemble les jeux vidéo, non, moi, ce n'est pas une règle qui m'intéresse. Vous la passez tout simplement et vous passez à la suivante. Là, j'ai une autre proposition qui m'est faite. La nuit, la console de jeu reste dans le salon. Tiens, celle-ci, elle m'intéresse. Pour chacune des cartes, je vais avoir un pourquoi et un comment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce pourquoi et ce comment? Ce pourquoi, ça va être une explication de pourquoi cette bonne pratique, elle est intéressante à mettre en place. Par exemple, ici, on nous dit, donc sur la nuit, la console de jeu reste dans le salon, pourquoi c'est bien d'appliquer cette bonne pratique-là? En plus de la lumière bleue de l'écran dont je vous ai parlé, le jeu crée des émotions, une attention, une réflexion qui nous maintiennent éveillés et peuvent retarder notre sommeil. Et le comment, ça va être une astuce pour justement mettre en place cette bonne pratique. Donc, si cette bonne pratique nous intéresse, je vais pouvoir l'ajouter à ma sélection et consulter les différentes bonnes pratiques qui me sont proposées. Donc là, par exemple, on me rappelle qu'avant de couper un jeu vidéo, on laisse sauvegarder. Effectivement, parce que ça crée de la frustration. Tiens, cette proposition, je la garde et je fais défiler ainsi de suite. J'en passe quelques-unes. Donc, par exemple, là, j'ai les jeux vidéo, c'est quand les parents sont présents. Imaginons que cette règle, j'ai envie de la généraliser. Vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a des mots qui sont de couleur. Ça veut dire que vous allez pouvoir la personnaliser, cette règle. Donc là, par exemple, j'ai envie de changer et j'ai envie de dire que, d'une manière générale, les écrans, c'est quand les parents sont présents. Donc voilà, je l'ai personnalisée, j'en ai fait ma règle à moi et je vais l'ajouter à ma sélection. Et elle est ensuite mémorisée ainsi. Voilà, donc je vais en ajouter quelques-unes comme ça. C'est pour vous montrer le principe. Donc là, je suis passée maintenant aux réseaux sociaux. Donc là, on me dit en ligne ou dans la vie réelle, on se respecte. Donc ça, c'est effectivement une règle importante, on va y revenir. Le pourquoi et le comment est là. J'ajoute à ma sélection. J'en mets quelques-unes pour que vous compreniez. Une fois que j'ai fait ma petite sélection par rapport à ce qui m'est proposé, alors si je veux aussi, je peux avoir un affichage par liste. Ça me permet de visualiser en un coup d'œil toute la sélection qui m'est proposée par rapport au thème que j'ai choisi. Et quand j'ai fait mon petit marché, je vais dans ma sélection. Et là,
je vois toutes les bonnes pratiques que j'ai sélectionnées. Et l'idée à partir de là, c'est de composer en fait sa petite charte personnalisée. Donc je vais choisir, je peux décider qu'il y en a certaines qui ne m'intéressent plus et les remettre à la poubelle. Par exemple, imaginons celle-là, je n'en veux plus, ben, je la supprime. Voilà. Et puis je vais cocher celles qui m'intéressent. Voilà, celles-là, toutes celles-là, je vais les garder pour en faire ma petite charte de la famille. Alors je peux en mettre jusqu'à 8. Et je vois surtout que certaines, eh ben, je peux les adresser à un membre de la famille seulement. Par exemple, imaginons que ce souci-là, je l'ai plutôt avec mon grand. Donc, je vais dire, bah, tiens, cette règle-là, elle est pour Théo. Et donc, je la donne à Théo. Donc, et ainsi de suite. Je vais pouvoir donner un nom à ma charte. Par exemple, les bonnes pratiques numériques de la famille. Et regardez, j'exporte ma charte. Alors, on me propose, alors vous allez voir ponctuellement, on vous propose de vous inscrire. En fait, inscrire, c'est simplement ce qui va vous permettre de sauvegarder tout ce que la personnalisation que vous avez fait. Mais vous avez vu, j'ai pu faire toute la démarche sans m'inscrire. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et cette inscription, elle ne sert qu'à ça. On ne vous envoie pas de message. On ne vous, voilà. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, avec Feminum, d'avoir un suivi pendant 6 semaines. C'est-à-dire, on vous envoie des mails pour vous encourager, vous lancer des défis en famille. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc, vous voyez, je peux continuer sans inscription. Et du coup, j'ai ma charte qui est générée. Vous avez vu, j'ai un PDF qui s'est chargé. Et j'ai ma petite charte, prête à l'emploi pour ma famille, prête à imprimer. Alors, on invite à la faire signer par toute la famille, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, la coller sur le frigo. Donc ça, par exemple, c'est un outil que vous avez à disposition, très facile, qui peut vous aider justement à poser ce cadre d'utilisation des écrans. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Alors, des remarques d'encouragement, parce qu'apparemment, c'est une solution qui est très appréciée. On a également beaucoup de retours par rapport à une application qui s'appelle Family Link, qui sert justement à protéger, mais on a beaucoup de cas d'enfants, de jeunes qui savent éviter ces fameux contrôles parentaux, soit en modifiant leur âge, soit en utilisant le téléphone du copain ou de la copine, etc. Alors, on va mettre un peu les choses au clair sur le sujet. Les outils de contrôle parentaux, si vous avez bien mis un mot de passe que vous êtes le seul à connaître, ils ne peuvent pas être piratés. C'est-à-dire que si vos enfants ont réussi à le pirater, c'est qu'à un moment donné, peut-être ce mot de passe a été communiqué parce qu'à un moment donné, on a autorisé à débloquer, puis on n'a pas pensé qu'on a communiqué le mot de passe, mais en fait, vos enfants ne sont pas des hackers. Par contre, ce qui est vrai, c'est que même si vous avez mis en place des règles, et un contrôle parental et un certain usage, votre enfant, quand il sort de chez lui, il va être avec des amis qui ont peut-être d'autres règles en place chez eux et avoir accès à des écrans. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est vraiment important qu'ils aient conscience de tous les sujets qu'on aborde et des risques aussi pour savoir y faire face, même si vous avez décidé qu'ils n'auraient pas accès aux écrans ou à certains contenus ou aux réseaux sociaux, par exemple. Donc, vos enfants ne sont pas des hackers. S'ils ont réussi à contourner, c'est qu'à un moment donné, ils ont accès à un mot de passe ou votre mot de passe n'est pas assez sécurisé ou vous n'avez pas assez verrouillé. Et effectivement, la réalité aussi, c'est qu'ils ont accès à des écrans en dehors de chez vous. Donc, c'est important qu'ils aient les bons repères, tout simplement. Donc, sur le développement des 7-10 ans, est-ce qu'il y avait peut-être, oui, des remarques par rapport à ça? Non, je peux poursuivre? Oui, tout à fait. Alors, 7-10 ans, on va vraiment rentrer voilà, dans des enjeux aussi où va se développer la socialisation avec un besoin d'acceptation et de reconnaissance. Et ils vont se développer aussi leur propre réflexion à eux, indépendamment de vous. Donc, c'est là aussi que vont rentrer aussi les premiers usages vraiment en autonomie et avoir l'envie aussi de faire comme les grands et de jouer aux grands. Donc, c'est vraiment le moment où les usages vont s'intensifier et s'autonomiser. C'est vrai que les enfants vont, et c'est bien normal, avoir envie d'être aussi seuls devant les écrans, pas toujours avec le parent à côté. Donc, il va falloir accompagner cette autonomie. Et c'est là que les parents, effectivement, sont inquiets et se questionnent sur l'âge du
des équipements, de certains équipements, je pense notamment au smartphone, et de tous les risques qui peuvent être liés à justement confronter leurs enfants à cette autonomie face au numérique. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, le mieux quand même pour cette tranche d'âge-là, c'est de l'accompagner cette autonomie, c'est-à-dire que vous ne soyez pas loin. La bonne manière de faire, ça peut être déjà d'autoriser les écrans uniquement dans un espace commun. C'est-à-dire ils peuvent être dans un usage en autonomie, mais vous n'êtes pas loin et ça ne se fait pas de manière isolée. Ça peut être aussi une bonne manière, dès le départ, d'empêcher que cet écran aille dans la chambre parce qu'une fois qu'il y rentre, c'est plus difficile de le faire sortir. Responsabiliser son enfant à l'aide d'une charte numérique. Vraiment, l'outil que je viens de vous montrer, Faminum, c'est le bon âge aussi pour la construire avec eux et en discuter avec eux et qu'ils comprennent l'intérêt. Vraiment, c'est un bon support pour pouvoir en faire un sujet de discussion et vous aider à poser un cadre. Voilà, inciter son enfant à sortir des écrans. Je reviens quand même sur tous les besoins importants pour son développement, le sport notamment, les activités physiques, c'est clé. Voilà, les médecins, je vous le dis parce que les médecins nous alertent, nous, Internet sans crainte, mais les autres structures pour dire faites passer ce message, il y a vraiment un problème un vrai enjeu de santé. La santé des enfants, des adolescents n'est pas très bonne et c'est lié à de la sédentarité. Évidemment, on ne va pas mettre tout sur le dos des écrans, mais c'est important de... je voulais vous faire passer ce message. Et puis, il y a un enjeu à protéger des risques parce qu'effectivement, quand on laisse son enfant seul sur les écrans, il va peut-être se confronter à des contenus auxquels vous n'avez même pas pensé. Donc, on va en parler ensemble et ça va être important, même si on se dit, moi, je vais tout faire pour mon enfant n'y soit pas confronté, qu'il en ait quand même conscience pour savoir comment agir si jamais, malgré toute votre vigilance et tout ce que vous avez fait, il y fait quand même face. Alors, un vrai enjeu, voilà, c'est le message que je vais vous faire passer. Il y a quand même des repères d'âge autour des services numériques, que ce soit, il y en a à la télévision, il y en a sur les films, il y en a sur les jeux vidéo, il y en a par rapport aux réseaux sociaux. Plus vous allez respecter ces âges, d'abord plus ça va vous faciliter le fait de mettre un cadre, parce qu'en fait, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Voilà, ça permet de légitimer aussi les décisions que vous pouvez prendre en disant, écoute, c'est pas moi, c'est interdit. Ce jeu n'est accessible qu'à partir de tel âge. Ou tu ne peux t'inscrire aux réseaux sociaux qu'à partir de tel âge. Franchement, c'est vraiment ces règles-là sur lesquelles vous pouvez vous appuyer puisqu'elles légitiment vraiment votre discours et ce que vous avez envie de mettre en place. Et c'est vraiment important de comprendre aussi les risques. Alors moi, j'ai envie de m'arrêter justement sur les jeux vidéo et le système PEGI. Alors, à votre avis, voilà, selon vous, à quoi ça sert ce PEGI? Évidemment, après, je vais vous l'expliquer, mais vous avez certainement déjà vu ces sigles sur les jeux vidéo. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous fais des propositions et je vous invite à répondre par 1, 2 ou 3 dans le chat. Alors, pour vous, est-ce que c'est ce qui va vous permettre de choisir un jeu auquel votre enfant peut jouer? Est-ce que ça vous permet de choisir un jeu que votre enfant peut regarder? Où j'ai mis le quoi, c'est une manière de dire ce que le PEGI ne vous parle pas du tout, vous ne savez absolument pas ce que c'est. Alors, je vous laisse répondre, prendre quelques temps. Dites-moi, pour vous, ce PEGI, c'est quoi? Alors, je ne sais pas, dites-moi un petit peu ce qu'il y a. Je suis en train de répondre. On a beaucoup de 1, beaucoup de 2, quelques 3 quand même. Oui, il y a un panel en fait. Oui, tout à fait. Non, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre parce que vous n'avez pas du tout connaître. Et justement, je suis là pour vous expliquer. Et pourtant, c'est un repère clé pour vous. Donc, vous me dites qu'il y a à peu près autant de 1 que de 2? À peu près, oui. Il y a quand même beaucoup de 1. Ça dépend. Oui, 1 et 2 quand même. Voilà, parce que peut-être vous ne comprenez pas forcément aussi cette nuance et pourtant, elle est clé. Parce qu'effectivement, le PEGI, il est là pour vous aider à choisir un jeu que votre enfant peut regarder. Alors, c'est très bizarre de se dire ça. Parce qu'en fait, avec un jeu, on ne se contente pas de le regarder, on va jouer avec. Ce que je veux vous dire, c'est que, alors déjà, je vais revenir sur le PEGI, c'est un système européen de classification qui est obligatoire sur tout jeu qui sort sur le marché, et pas seulement les jeux physiques, aussi en virtuel, parce que de plus en plus, on achète de moins en moins de jeux, on les achète à travers la console, par exemple. Donc,
sur ces jeux, il y a forcément une indication d'âge, 3, 7, 12, 16, 18, donc ces chiffres correspondent bien à des âges, et vont être complétés de sigles qui vont en général se trouver au dos du jeu, pensez sur un jeu physique, et qui vont expliquer pourquoi, en général, ce jeu va être catégorisé 12, 16 ou 18, mais on peut trouver le sigle violence, par exemple, avec 7. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, ce sigle n'indique absolument pas la jouabilité d'un jeu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que votre enfant a l'âge pour jouer avec. Ça veut dire que le contenu de ce jeu peut être regardé par un enfant à partir de cet âge-là. En fait, ça s'appuie surtout sur une représentation de la réalité et une représentation notamment de la violence ou, comme on voit, de contenus interdits ou de choses qui peuvent faire peur. Ça veut dire que en 3 et 7, on va en général être dans une représentation pas du tout réaliste, c'est-à-dire qu'on va être vraiment dans le dessin animé, le cartoon. On n'est pas dans une représentation réelle. À partir de 12 ans, on est toujours dans une représentation dessinée, mais de plus en plus proche du réel. Et souvent, à partir de 12 ans, des fois, on ne comprend pas pourquoi un jeu est Peggy 12, mais c'est parce qu'il va y avoir des fois des fonctionnalités de chat. À partir du moment où on peut échanger avec d'autres dans un jeu vidéo, il y a forcément un Peggy 12. Et à partir de 16 et 18, on va être dans une représentation réaliste et avec des images qui peuvent être violentes et donc choquantes. Donc une représentation, par exemple, réaliste de la guerre, dans le cas de jeux de shooter, par exemple. Donc, ces images-là, elles peuvent être particulièrement impressionnantes et choquantes pour des plus jeunes. Et j'en le dis aussi, même si l'enfant n'est pas joueur, c'est-à-dire que ce jeu joué par un adulte dans un espace où il y a un enfant, l'impact est exactement le même. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur ce point-là. Alors, on va faire un petit jeu ensemble, puisqu'on parle de jeux vidéo. Et on va voir, j'ai pris 3, alors c'est le hasard si j'ai pris sur PS4, c'était pour avoir des jaquettes unifiées. On a 3 jeux assez connus, Fortnite, très joué par les jeunes, Call of Duty, et puis un jeu de foot, FIFA 23. Alors, on va commencer par Fortnite, et vous allez me dire, à votre avis, Fortnite, c'est quoi son Peggy? Donc, je vous propose de mettre l'âge dans la catégorie. Est-ce que c'est un Peggy 3? Est-ce que c'est un Peggy 7? Est-ce que c'est un Peggy 12, 16 ou 18? Dites-moi. Alors, on est beaucoup sur 12, quelques 16, un peu moins de 18. 18, oui, tout à fait. En tout cas, on est entre 12 et 18. Beaucoup de 16, hein. Beaucoup de Oui, 16. 12, 16. Ok. Alors, apparemment, il y en a quand même qui sont au courant parce qu'ils nous marquent 12 malheureusement. Oui. Alors, on va voir, on va les faire tous et puis on regardera les réponses après. Alors maintenant, on va passer à Call of Duty. Donc, repensez aussi à ce que je vous ai dit par rapport à quoi sert le Peggy. Et à votre avis, on est sur un Peggy combien? Ça varie entre 16 et 18, à 14. Ok. 16 et 18. Très bien. Et maintenant, FIFA 2023, qui est un jeu de foot, de football, de tactique, de simulation de foot. On descend à 7. On descend à 7. 12. Ah, 3. Bon, vous n'avez pas le droit d'aller tricher et regarder aussi. Parce que je ne vous vois pas. Alors, on regarde les résultats. Alors, effectivement, on est bien un Peggy 12 sur Fortnite. Pourquoi? Alors, on le voit bien, on est encore dans une représentation cartoon, mais qui commence à être assez réaliste. Mais surtout, Fortnite est un Peggy 12 parce que vos enfants peuvent échanger en ligne et donc être en contact aussi avec des inconnus. C'est pour ça que c'est important de paramétrer ce jeu vidéo. On peut désactiver les fonctionnalités de chat. On peut aussi faire en sorte que son enfant ne communique avec des personnes qu'il connaît, de son cercle. Mais il faut avoir conscience que souvent, un Peggy 12 va indiquer des fonctionnalités de chat. En tout cas, c'est une obligation. Ce n'est pas systématique, mais c'est ce qui parfois peut me dire « mais je ne comprends pas, on peut y jouer plus jeune ». Mais ça, c'est un critère. Des jeux comme GTA, Call of Duty sont des Peggy 18 et vont en général avoir des sigles de violence. Mais on l'a vu, vous avez vu, je reviens l'étape en arrière.
Vous voyez qu'il peut y avoir nudité, sexe, langage grossier, peur, drogue, discrimination. On peut trouver ça dans des jeux vidéo qui sont pour des adultes. Il y a des jeux vidéo qui sont pour des adultes, donc réservés à des adultes. Et si j'insiste sur ce sujet, c'est parce que je sais que dans les cours de récréation, dès 10, 11, 12 ans, il y a cet attrait pour ces jeux PEGI 16, PEGI 18, parce qu'on veut jouer au plus grand. Et parfois, voilà, en tant que parent, on ne se rend pas forcément compte des enjeux. Ils peuvent être confrontés vraiment à des images de violence qu'ils ne sont pas capables de gérer et qui peuvent être traumatisantes pour eux. Et puis, vous voyez que FIFA, un enfant de 3 ans, bien sûr, ne peut pas jouer à FIFA. Il est incapable de jouer à FIFA. C'est un jeu qui est trop complexe en termes de jouabilité, mais ce jeu a un PEGI 3 parce qu'un enfant de 3 ans peut être devant sans être choqué. Voilà, c'était important de vous faire un peu cette démonstration et vous dire que ce repère-là, il est clé. C'est vraiment essentiel de respecter ce PEGI pour les jeux que vous choisissez pour vos enfants. Vous avez ce repère-là. Alors, bien sûr, vous avez ensuite besoin d'être conseillé sur des jeux qui répondent à la jouabilité, la motricité de l'enfant, mais déjà de s'assurer que le contenu en termes visuels ne va pas être traumatisant et adapté, c'est clé. Et ça, c'est vraiment un repère que vous pouvez communiquer à vos enfants. Vous avez soulevé le fait de le chat. En fait, donc ça veut dire aussi que nos enfants peuvent rentrer en contact avec d'autres personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément des enfants. Alors, tout à fait. Alors, voilà, ça va être le petit moment voilà, qui peut faire peur, mais c'est important que vous en ayez conscience. D'abord parce qu'il y a le jeu des consoles, mais aussi tous les jeux en ligne. Il y a les jeux en ligne et il y a aussi les réseaux sociaux qui sont rattachés à des jeux en ligne que vous ne connaissez pas. Des réseaux sociaux comme Discord, Twitch, par exemple, sont des réseaux qui sont très utilisés par les joueurs parce que c'est des endroits qui vont permettre de rejoindre des serveurs de jeux ou qui sont très utilisés pour pouvoir échanger avec d'autres joueurs. Donc, très souvent, à travers l'activité de jeu en ligne, il y a aussi des réseaux sociaux qui sont un peu dédiés aux jeux vidéo. On n'en a pas forcément conscience quand on est parent parce que tout simplement, ces réseaux sociaux, on ne les connaît pas. Et puis dans les jeux eux-mêmes, il y a des fonctionnalités de chat parce que on a toujours, il y a un peu aussi ce mythe autour des réseaux sociaux qui isolent les enfants, qui font. Mais non, en fait, c'est en général très social un jeu vidéo. C'est un espace où on échange avec d'autres, on joue avec d'autres, avec tous les côtés positifs que ça a, mais aussi avec des effets négatifs qu'on peut se retrouver dans une communauté de joueurs, avec des gens qu'on ne connaît pas et avec des adultes. Et parmi les adultes, comme dans le monde réel, il y a des gens qui sont plus ou moins bienveillants, voire malveillants, et qui savent très bien qu'il y a dans ces espaces-là des enfants avec qui ils peuvent rentrer en contact. Donc oui, il faut avoir ce point de vigilance. Les jeux vidéo sont des espaces sociaux, donc peuvent être des sortes de réseaux sociaux aussi, où vos enfants peuvent être en contact avec des inconnus. De toute façon, voilà, je vais continuer et puis on va consacrer du temps aussi à toutes les questions qu'on n'aura pas traitées. Quand on parle de risques, de contenus sur lesquels vos enfants vont tomber, j'avais envie de parler des contenus violents à travers les jeux vidéo, mais il faut savoir que les premiers contenus choquants sur lesquels les enfants sont confrontés, c'est en général dans une publicité sur YouTube. Les petits qui vont regarder des dessins animés sur YouTube et qui tout d'un coup, en plein milieu, vont se retrouver face à une publicité pour un film ou pour un jeu vidéo violent. Et ce qui peut être très violent et choquant pour un enfant, ce n'est pas forcément la même chose que nous. C'est vrai, quand on parle de contenu choquant, on pense à la pornographie, mais les premiers contenus, c'est souvent des contenus violents. Alors, il y a tous les contenus violents aussi auxquels ils sont confrontés à travers l'actualité, sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, je voulais quand même vous mettre face à ce chiffre, parce que on parle de la pornographie, mais il y a quand même une réalité. On a toujours tendance à se dire, non mais moi, mon enfant... je serai la première à le dire aussi, non mais moi mon enfant il ne regarde pas ça, c'est sûr. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'à 12 ans, un garçon sur 2 et une fille sur 3 regardent régulièrement du porno. Par régulièrement, j'entends au moins une fois par mois. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, on peut continuer à se dire, non mais pas mon enfant, ou ils peuvent de toute façon faire avec d'autres. Alors pourquoi ils le font? C'est parfois tout simplement pour répondre à des questions sur la sexualité, sur le corps, des questions qui sont bien légitimes, mais pour lesquelles, évidemment, la pornographie n'est pas une réponse. Donc, c'est vraiment, et là, je vous laisse utiliser les supports les plus adaptés à vos enfants. Et il y a plein de choses, du côté des livres notamment, pour aborder cette question avec vos enfants à des âges qui sont adaptés, avec des supports adaptés,
mais vraiment, on le voit aujourd'hui et ça a des impacts aussi à l'adolescence. Il y a sur la représentation qu'on peut ensuite avoir de l'amour, de la sexualité, sur le partage aussi de contenu intime qui est aussi assez banalisé et courant aujourd'hui dans les relations affectives et amoureuses très tôt. Dès le collège, il faut en avoir conscience. Donc, ils mettent, voilà, il y a la représentation qu'ils peuvent avoir de l'amour et de la sexualité. Ils mettent en danger aussi leur intimité. C'est vraiment clé de parler de ces sujets avec vos enfants, de parler de sexualité, de consentement, d'intimité, du corps. Ils ont vraiment besoin de vous pour avoir ces repères. Donc, c'est pas toujours facile de l'aborder avec ses enfants. Heureusement, voilà, il y a des livres, il y a des choses qui sont très bien. Et nous, on a fait une petite vidéo avec notre série Vince et Lou, qui s'appelle « Pourquoi le porno, c'est pas pour nous ?» C'est vraiment pensé pour les 7-12 ans et qui va expliquer. Et en plus, on a fait intervenir une spécialiste du sujet qui, voilà, qui va répondre aux questions du Vince et qui va voilà, expliquer pourquoi vraiment le porno n'est pas la bonne réponse à toutes les questions qu'on peut avoir sur la sexualité et de donner des conseils justement pour avoir ces bonnes réponses. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce type de support, c'est évident d'en parler, mais pour autant, c'est essentiel. Et je refais un petit retour en arrière par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai juste une question. Ce support peut être utilisé auprès de tout public. Enfin, tout public. Utilisé gratuitement. Oui, en fait, tout ce que je vous montre là, et en fait, et je vous montrerai ensuite où vous pouvez retrouver tout ça. Après, moi, je peux voir avec la PEP pour vous partager ce support, pour que vous puissiez y avoir accès, parce qu'il y a tous les liens dessus. Mais si vous allez même sur YouTube et vous cherchez Vince et Lou, vous allez découvrir la chaîne de Vince et Lou. Et la série toute nouvelle qu'on a créée qui s'appelle Vince et Lou se prennent pour des influenceurs, parce qu'en fait, voilà, Vince et... Attendez, je vous montre un petit extrait. Vous n'aurez peut-être pas le son au départ, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Pour que vous voyez. Vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas du tout? On vous entend. Alors, vous entendez, mais on n'entend pas le film. Alors, je ne vous montre pas en entier pour qu'on puisse continuer. Je vous remercie parce que... aussi sur notre site. Oui. Je vous remercie parce que c'est très important, parce que des fois, les parents n'osent pas, sont un peu... C'est des sujets très délicats à aborder avec son propre enfant. Tout le monde n'est pas à l'aise. Et les enfants aussi sont des fois très gênés parce que c'est les parents. Donc là, ça peut être vraiment l'interface pour engager la conversation et engager justement le dialogue et aller en douceur, en fait. Je trouve que cette vidéo est très bien faite. Cette série est très bien faite. C'est vraiment l'objectif. C'est Oui. vraiment pour que ce soit des supports, des lanceurs de discussion. Ça peut vous donner des clés et un support sur lequel vous pouvez réagir. Et pour vous accompagner, avec chacun des épisodes, il y a une petite fiche famille pour vous qui va vous donner justement les arguments et vous aider à en parler avec vos enfants. Leur parler de leur ressenti, proposer des questions avec des réponses. Ça va vraiment vous aider à justement mettre en place ce sujet de discussion. Mais il y a d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de livres sur le sujet qui peuvent vous aider et on a mis en complément aussi des outils, des sites qui peuvent vous aider à aborder ce sujet, mais c'est vraiment essentiel. Hop. Alors, on va... Pardon. Ah ben non, vous voyez, j'ai fait n'importe quoi avec mes slides. Il y avait j'ai dû... Je corrigerai ça. Mais on va s'intéresser alors aux 11 ans et plus parce que j'ai décidé de mettre l'adolescence à partir de 11 ans. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un peu ce tournant avec l'entrée au collège. C'est là qu'il va y avoir un effet un peu accélérateur. Nous, on s'est amusé à parler de puberté numérique, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est souvent l'âge où effectivement
il va y avoir cet équipement en autonomie avec un smartphone. Même s'il est arrivé plus tôt, ce smartphone, eh bien, c'est souvent quand même l'âge où l'enfant va vraiment l'utiliser seul en dehors de la maison. C'est l'âge où l'enfant va être très incité à être sur les réseaux sociaux, même s'il n'en a pas l'âge. Voilà, on a vraiment un moment clé à l'entrée du collège avec l'utilisation du numérique. Et puis, c'est souvent là aussi qu'arrivent des utilisations comme Pronote, où on va voilà, se sentir aussi un peu obligé peut-être d'équiper son enfant pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, on va englober cette dernière catégorie à partir de 11 ans. Alors là, alors voilà, j'ai fait une petite on passe, c'était là que mettaient mes slides de Faminum que je cherchais tout à l'heure. Donc, on va être vraiment dans un développement de la socialisation avec un enjeu d'acceptation par les pairs. Donc, c'est l'âge vraiment où on construit son identité. On a besoin d'expérimenter pour ça et de s'affirmer soi, et on a besoin de le faire en dehors de la sphère familiale. Donc, c'est ce moment où ils vont prendre la distance avec vous, où votre parole va avoir beaucoup moins d'impact, où on va beaucoup plus écouter les copains que les adultes. Donc, c'est vraiment important qu'ils puissent avoir les repères en amont, parce que c'est le moment où ils vont beaucoup moins vous écouter. Donc, les problématiques rencontrées à cet âge-là, c'est en général un usage qui s'intensifie avec ce sentiment justement que les choses vous échappent, que vous ne pouvez plus rien faire. Ce n'est pas vrai, vos enfants ont encore besoin de vous à l'adolescence sur le numérique. Voilà, c'est un message clé. Il faut avoir en tête qu'ils ont une totale méconnaissance des réseaux sociaux, de leur fonctionnement et de tout ce qu'ils peuvent faire pour les utiliser de la bonne façon. Ils ont la méconnaissance aussi du droit en ligne. Ils ont besoin de vous. Donc oui, ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux, mais non, pas plus que vous. Si vous les avez jamais utilisés, ils ne savent les utiliser et les paramétrer. Et évidemment, il y a de votre part une inquiétude sur les risques qui peuvent être effectivement encore plus importants. Alors, quels sont les enjeux à cet âge-là? Donc, il faut vraiment favoriser l'autonomie. Il va falloir trouver ce bon équilibre entre le respect de leur intimité, mais aussi être capable de continuer à les protéger. C'est pour ça qu'il faut continuer à garder le dialogue. Et l'important, ça peut être aussi de partager ces pratiques numériques, ses propres pratiques, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait en ligne, pour les inviter à en parler aussi. Il faut les aider à poser d'un cas d'utilisation. On travaille beaucoup avec des ados. Ils sont demandeurs de les aider à réguler leur temps d'écran. Ils ont encore besoin de nous. Il ne faut pas hésiter à prendre cette place. Donc, il faut vraiment continuer cette éducation numérique. Elle ne s'arrête pas à l'entrée au collège. Je le dis parce qu'on entend beaucoup de parents qui me disent « c'est trop tard ». Non, mais là, maintenant, c'est ado, ça y est, ça m'a échappé, je ne peux plus rien dire, je ne peux plus rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Et finalement, ils sont assez demandeurs. Mais vous avez vu, ils ne vous identifient pas forcément comme les personnes qui peuvent les conseiller. Donc, c'est important de les informer sur aussi les outils et les ressources disponibles en cas de problème, parce que justement, ils vont moins aller vous voir en cas de problème. Donc, c'est important qu'ils puissent savoir ce qu'ils peuvent avoir à disposition seuls pour répondre si jamais ils sont confrontés à des soucis. Donc, c'est vraiment ces enjeux-là. Donc, ce qui est important, c'est de savoir un peu les messages clés autour des réseaux sociaux. Et pour ça, vous avez aussi besoin de savoir quels sont ces réseaux sociaux et quels sont les usages. Est-ce que vous savez déjà aujourd'hui quel est l'âge moyen d'équipement au premier téléphone portable? À votre avis, est-ce que c'est 9 ans, 10 ans, 11 ans ou 12 ans? Je vous laisse répondre dans le chat. Alors, quels sont les chiffres qui ressortent? On a beaucoup de 9, 10, un peu moins de 11. On a un 17. Vous ne l'avez pas proposé. Je ne l'ai pas proposé, mais c'est peut-être le choix qui a été fait par la personne qui répond. Tout à fait. Peut-être. Voilà, 9, 10, 11. Pas beaucoup de 12. Eh bien, effectivement, et en plus, les études datent déjà d'hier, et on est certainement plus autour de 8 ans et demi, 9 ans aujourd'hui, c'est 9 ans. C'est-à-dire qu'il y a un équipement qui se fait de plus en plus précocement. Alors, chacun est libre d'équiper son enfant d'un smartphone, parce qu'aujourd'hui, finalement, de moins en moins, un téléphone va être un téléphone à clapet ou un téléphone à touche uniquement, parce que même nos plus anciens téléphones aujourd'hui sont des smartphones. On rappelle qu'un smartphone, c'est un outil, c'est finalement qu'un outil. On peut très bien décider d'en faire un outil qui n'est pas connecté à Internet, un outil sur lequel il y a quelques applications qu'on a choisies, et ça en fait un support qui peut s'adapter à l'âge d'un enfant finalement. Mais à partir du moment où on laisse un téléphone
portable connecté, accessible, sans protection. On donne accès à son enfant à tout Internet. Et finalement, c'est aussi une manière de l'autoriser à avoir accès à plein de services auxquels il n'a normalement pas le droit. Donc, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête à partir du moment où on donne un équipement. En plus, un téléphone portable, par définition, c'est vraiment un outil pensé pour une utilisation en autonomie. Ce n'est pas fait pour regarder à plusieurs. Donc, en donnant un smartphone à son enfant, on lui dit aussi, tu es prêt à pouvoir utiliser ton téléphone seul. Sauf qu'on a vu qu'il y a plein de raisons pour que ce ne soit pas le cas. Donc, vraiment, sur les téléphones portables, dès le départ, installer des outils de supervision qui vont aider à gérer justement, à protéger du contenu et à aider à gérer le temps d'écran, ça va être essentiel. Après, rien n'empêche d'équiper tôt, mais il faut juste penser à l'usage qu'il va y avoir derrière parce que cet équipement, c'est bien vous, les parents, qui choisissez d'équiper vos enfants à ces âges-là. C'est possible, mais on va juste adapter l'usage qui en est fait et s'assurer de protéger l'outil pour qu'il soit adapté à l'âge de son enfant. Parce que avoir un téléphone portable, pour un enfant, ça va lui donner vraiment, et de plus en plus tôt, et on va en parler, l'envie d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, à votre avis, quel est le réseau social le plus utilisé par les ados aujourd'hui? Est-ce que c'est Snapchat? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est TikTok? Attention, il y a un piège. À votre avis, alors vous avez le droit de faire des raccourcis, vous pouvez écrire Insta, si vous voulez faire plus court. Beaucoup de TikTok, Et des Snap. Instagram, Snapchat. Et Pronote aussi, un petit Pronote. Alors c'est pas vraiment une forme de réseau social, Pronote. Alors ça va être l'occasion de redéfinir ce qu'est un réseau social. Un réseau social, c'est un espace où on peut échanger avec une communauté et publier du contenu. C'est ça, un réseau social. Donc, Pronote ne permet pas vraiment aux élèves d'échanger entre eux, en fait. En tout cas, il n'y a pas... il y a d'autres formes de NT, mais en général, ils ne permettent pas aux élèves d'échanger entre eux. Donc, on ne peut pas vraiment dire que Pronote est un réseau social. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse parce que ça dépend de l'âge. Donc, c'est important à avoir en tête parce que sur des tranches d'âge très courtes, les usages peuvent être très différents. Donc, ça vous demande, vous aussi, d'être attentif à ça. Alors, les messages de prévention autour des réseaux sociaux, ils vont rester à peu près les mêmes, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a des types de réseaux sociaux par âge. Alors, voilà un petit peu le palmarès. Et vous allez voir un nom auquel vous ne pensiez peut-être pas et qui n'apparaissait pas dans mes propositions. Donc, vous voyez qu'entre 11, qui est YouTube, et vous voyez qu'entre 11 et 14 ans et 15-18 ans, on a des usages qui sont, et des réseaux sociaux qui sont différents. Donc, pourquoi il y a YouTube dans ce classement? Mais parce que YouTube, c'est un réseau social. Alors, c'est effectivement un outil qu'on peut utiliser simplement pour consommer la vidéo, mais à partir du moment où on peut publier, commenter, et du coup échanger avec d'autres, cela devient un réseau social. Et aujourd'hui, finalement, c'est le principal réseau social de nos enfants. En deuxième position, pour les 11-14 ans, on voit qu'on a encore Snapchat et on voit qu'il est aussi très présent pour les 15-18. Alors c'est étonnant parce qu'on nous parle très peu de ce réseau, parce qu'on ne le voit pas en fait, parce qu'il n'y a pas d'espace public que vous pouvez consulter, mais il reste très très présent chez vos enfants et ados. Et c'est justement ce réseau où vous ne pouvez absolument pas voir ce qui s'y passe. Et TikTok est bien présent, mais plutôt pour les plus jeunes. Et pour les moins de 13 ans, si je prends en compte les messageries, l'outil qui est le plus présent dans leur quotidien en termes finalement de réseau social après YouTube, c'est WhatsApp. Et aujourd'hui, WhatsApp devient de plus en plus un réseau social puisqu'il y a des chaînes, on peut y suivre de l'actualité notamment, et on peut aussi accéder à des groupes de discussion avec des gens que l'on ne connaît pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête. Et pour autant, c'est souvent un outil qui va être utilisé notamment pour les groupes classes et très utilisé par les très jeunes et souvent à l'entrée au collège, mais aussi de plus en plus en primaire. Et ça ressemble de plus en plus à un réseau social aujourd'hui. Et c'est celui qui est le plus utilisé par les moins de 13 ans. Et si vous regardez à droite de l'écran, la réalité aujourd'hui, en équipant des enfants de smartphones de plus en plus tôt, on a 67% des 8-10 ans
qui ont un compte sur un réseau social. Ce sont des chiffres de 2023 et ça représente une hausse spectaculaire puisque c'est un chiffre qui a doublé en un an. Et leur réseau social préféré, celui qui arrive en tête, c'est TikTok pour les plus jeunes. Donc là, on va s'arrêter un peu sur ce sujet-là parce que c'est un vrai souci, puisque on va rappeler que les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans sur tous ces réseaux-là. Et j'ai mis exprès aussi des réseaux que vous ne connaissez peut-être là. C'est interdit avant 15 ans pour Discord et c'est moins de 16 ans pour tout ce qui est messagerie en fait. C'est les règles. Alors c'est les règles de ces réseaux sociaux. Et puis par-dessus vient s'ajouter la majorité numérique, puisque normalement il faut une autorisation parentale jusqu'à 15 ans, mais les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Alors pourquoi il y a cette règle? En fait, je vais m'arrêter un peu là-dessus. Pourquoi il y a cette règle et pourquoi c'est important de la respecter? Parce qu'en fait, à partir du moment où on est sur un réseau social, déjà, on va partager énormément de données personnelles. On va les partager pour le réseau social déjà. Et puis, tout invite à travers l'utilisation du réseau à partager du contenu, à commenter, à publier. Or, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on écrit, tout ce qu'on like, tout ce qu'on fait, ça engage notre responsabilité. Et ça engage la responsabilité d'un enfant. Les réseaux sociaux estiment qu'avant 13 ans, on est trop jeune pour gérer seul ses données personnelles. Et en France, avec la loi sur la majorité numérique qui a été adoptée en juillet dernier, on estime qu'avant 15 ans, c'est trop jeune pour un enfant pour gérer ses données personnelles. Alors, ce qui est important, c'est toujours de s'inscrire en tant que mineur. Tant que votre enfant est mineur, qu'il s'inscrive en tant que mineur sur un réseau social, bien sûr en respectant cet âge de 13 ans. Pourquoi c'est important? Je sais que pensant bien faire, certains parents conseillent à leurs enfants de s'inscrire en tant que majeurs, en se disant, ben voilà, tu vas t'inscrire en tant que plus de 18 ans, comme ça peut-être ça va te protéger de prédateurs. Je comprends l'idée qu'il peut y avoir derrière ça, mais c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que beaucoup de réseaux sociaux ont mis en place aujourd'hui par défaut des paramètres de protection qui sont activés par défaut pour les mineurs et qui ne sont pas activés pour les adultes. Par exemple, plusieurs réseaux sociaux, c'est le cas d'Instagram, de TikTok, ils vont mettre par défaut le compte en privé quand ils identifient que l'utilisateur est mineur. Sinon, pour les autres, c'est public. Alors bien sûr, vos enfants vont pouvoir le passer en public, mais par défaut, on va leur dire que c'est plus raisonnable pour un mineur d'avoir un compte privé. Et il y a comme ça pas mal de fonctionnalités qui sont activées et de plus en plus par défaut pour les mineurs. Donc, laissez vos enfants s'inscrire en tant que mineurs, c'est important. Accompagnez-les sur ces réseaux parce qu'ils ne savent pas les utiliser. Ils ne savent pas notamment qu'il y a des paramètres qui sont disponibles et qui sont essentiels. Je vais m'arrêter dessus parce qu'on a créé exprès pour vous les 10 guides essentiels sur les 10 réseaux sociaux les plus utilisés par vos enfants et qui vous montrent quand vous n'avez plus d'excuses. Qu'en 1-2 minutes, on peut faire les petits paramétrages clés qui vont faire en sorte qu'ils vont peut-être pouvoir gérer le temps d'écran. Vous allez pouvoir peut-être faire de la supervision si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Ils vont pouvoir peut-être gérer leurs contacts ou mieux se protéger des risques du cyberharcèlement. Il y a vraiment beaucoup de moyens de se protéger. Les jeunes, on travaille beaucoup avec eux, on échange beaucoup avec des parents. Les parents n'accompagnent rarement leurs enfants pour créer leurs réseaux sociaux. Vraiment, c'est essentiel, faites-le. Puis vous allez apprendre des choses qui sont utiles pour vos propres réseaux. Et surtout, ils ne le font pas, or c'est clé. C'est vraiment une des clés de la prévention aujourd'hui. Et en amont, c'est vraiment important de préparer les échanges en ligne. En fait, vos enfants ont besoin d'être préparés aux règles des échanges en ligne et de les responsabiliser. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir qu'on se comporte de la même manière derrière un écran et en face d'une vraie personne. Parce que derrière un écran, il y a une vraie personne qui a des vraies émotions. Donc on lui parle comme on parlerait avec la personne en face d'elle, en face de soi, pardon. On se parle poliment, on se parle avec respect, on n'insulte pas. Enfin, il y a des choses aussi qui sont interdites, on va en parler. On ne répond pas aux sollicitations d'inconnus, on ne répond pas aux provocations et on connaît la loi en fait. C'est important de savoir ce que l'on a le droit de dire, ce que l'on a le droit de publier, ce qu'on a le droit de faire avec sa propre image, avec l'image des autres, ce qu'on a le droit de lire en ligne parce qu'il y a des limites à la liberté d'expression et que ça peut et qu'il y a des choses que l'on fait qui sont des délits. Et c'est pour ça que des enfants se retrouvent face à des plaintes pour provocation à la haine ou pour cyberharcèlement. C'est aussi à cause de cette méconnaissance du droit et de nos responsabilités.
Donc vraiment, cet accompagnement à l'adolescence, il est essentiel parce que non, les enfants ne naissent pas avec ces connaissances du numérique, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc heureusement, on a des petites clés à vous donner. Alors d'abord, vous dire qu'un petit rappel, hein, je ne rentre pas dans les détails de la loi, mais c'est juste quand même de rappeler que la loi, notre loi, elle s'applique en ligne exactement de la même manière. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire, ce sont des délits. Le cyberharcèlement aussi est un délit et nos enfants peuvent y être exposés. On a créé des guides illustrés pour vous aider à paramétrer les réseaux sociaux. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Ils sont tous là, dans cet espace-là. On a choisi les 10 réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes. Il y en a certainement d'ailleurs que vous ne connaissez peut-être pas. On a même mis Youbo, qui est une sorte de site de rencontre pour ados. Mais je vais rentrer par exemple, je pense que c'est TikTok qui va vous intéresser. Voilà, c'est un petit guide PDF. Alors, je ne sais pas pourquoi il met autant de temps à charger, parce que ce n'est pas spécialement lourd. J'ai peut-être un petit souci de connexion. Hop, j'aurais dû le précharger. C'est la première fois que je vois aussi. Peut-être que le temps qui charge, si jamais il y a des questions par rapport à ça. En attendant, nous avons une personne là, qui est surprise que WhatsApp n'est pas autorisé avant 16 ans. Après Oui, en fait, jusqu'à 16 ans, voilà. En fait, ce sont des règles, en fait, tous les outils de messagerie. C'est lié effectivement voilà, aux réglementations mises en place par tous les services de messagerie et c'est lié à vraiment des règles d'ailleurs plutôt américaines autour de la protection des données personnelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser avec des enfants plus jeunes, mais c'est quand même important de le savoir parce que ça donne des repères aussi sur pourquoi ces âges ont été positionnés. Et c'est souvent lié en fait, à la capacité à pouvoir gérer seul le partage de ces données, le partage de ces infos et à gérer tout simplement les échanges en ligne. Les enfants ne sont pas prêts à 8-10 ans à le faire sans accompagnement. Donc, je vous montre rapidement à quoi ressemblent tous ces petits guides qui sont tous faits de la même manière. Donc, on vous explique pourquoi c'est important de paramétrer. On vous donne quelques chiffres clés. On vous explique très rapidement en fait l'interface parce que si vous ne connaissez pas, on vous donne des petits repères. Et ensuite, vous voyez, il y a des petites indications de temps et on va vous montrer qu'en 2 minutes, on peut aider ses enfants à gérer son temps d'écran. Il y a des copies d'écran à côté, donc là, ça vous paraît petit parce que vous le voyez à travers l'écran, mais on vous montre. On vous explique vraiment, pas à pas, comment on met en place des outils de contrôle parentaux. Je pense que vous ne savez pas qu'il y a des outils de contrôle parental dans quasiment tous les réseaux sociaux. Donc, si vous-même, vous avez un compte sur ces réseaux, vous pouvez mettre en place des outils pour pouvoir accompagner vos enfants directement. On a des outils pour prévenir le cyberharcèlement. On peut déjà signaler du contenu. Il y a des outils aussi qui permettent de filtrer des commentaires, des mots-clés de manière, vous voyez ici, à ne pas recevoir des messages insultants. On peut décider de faire en sorte de ne pas être insulté sur ces réseaux sociaux, de ne pas recevoir de messages malveillants. Il y a des filtres qui sont proposés par défaut avec des mots qui ont été identifiés. Et puis, chacun peut rajouter les mots-clés que l'on souhaite. On peut même choisir un mode restreint qui vont faire en sorte que des contenus ou des personnes ne vont pas pouvoir rentrer en contact avec vous. Voilà, on peut gérer ses contacts, donc garder son profil en privé, se désabonner aussi des personnes avec lesquelles voilà, on ne peut plus être en contact ou qui ont des comportements qui ne nous conviennent pas. On met à chaque fois aussi d'autres fonctionnalités utiles qui sont spécifiques aux réseaux sociaux. Et on vous félicite bien sûr à chaque fois d'avoir pris ce petit temps-là qui est essentiel. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on est sur du temps de 2-3 minutes, donc c'est vraiment très rapide. Et c'est vraiment important de le faire. D'abord, ce sont des clés que vos enfants ne vont pas, ils ne vont pas dans ces paramétrages. Et surtout, ça peut les protéger de plein de choses qu'ils redoutent et que vous redoutez aussi pour eux. Donc, c'est vraiment clé de faire ça. Alors, un dernier, pour terminer, un petit focus sur le cyberharcèlement. C'est impossible de ne pas en parler parce qu'aujourd'hui, un enfant sur 4, un collégien, un lycéen sur 4 à peu près, est concerné par le cyberharcèlement, a déjà été confronté à une situation de cyberharcèlement, et ça concerne aujourd'hui une famille sur 4 aussi. Donc c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous.
quelques chiffres sur le sujet. Donc, au niveau du harcèlement, c'est vraiment en fin d'école primaire et au collège qu'on est le plus concerné. Et au niveau du cyberharcèlement, c'est vraiment entre 13 et 15 ans que les jeunes sont le plus touchés. Et on voit que c'est vraiment un âge de l'utilisation. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un âge qui rajeunit parce que justement, l'utilisation du smartphone, des réseaux sociaux se rajeunissent. Donc, le cyberharcèlement, forcément, on est dans du harcèlement dans l'espace numérique, donc se déplace sur les outils numériques des enfants. Les filles et les garçons sont touchés de la même manière. On a tendance un peu à penser que les filles sont plus touchées, ce n'est pas le cas. C'est juste que les formes de cyberharcèlement vont être différentes. Les filles vont avoir un cyberharcèlement qui est plus en atteinte à leur corps, avec des formes de harcèlement comme les comptes ficha, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les comptes ficha, c'est on va collecter le plus d'infos sur une personne pour créer un faux compte qui va uniquement être dédié à nuire à cette personne. Donc, si la personne concernée, victime, voilà, parfois partager des photos, on va collecter ces photos-là et on va s'en servir que pour voilà, dire du mal de cette personne, nuire. Je veux dire elle en plus parce que c'est vraiment en grande majorité les filles qui sont concernées par ce type de cyberharcèlement. Et puis voilà, tous les commentaires, ce qu'on appelle aussi le revenge porn à tort, c'est-à-dire tout ce phénomène de vengeance où on va partager suite à une séparation ou pour se venger ou par jalousie, un contenu intime qui a été à un moment peut-être partagé de manière consentie, mais on va utiliser pour se venger de cette personne. C'est les filles qui sont particulièrement touchées. Les garçons, eux, voilà, vont être victimes de moqueries, vont être victimes aussi plus de ce qu'on appelle la sextorsion, c'est-à-dire se faire piéger par des personnes pour envoyer des contenus intimes, pour se filmer en train de se masturber, par exemple, et qui, une fois la vidéo ou le contenu collecté, on va leur demander de l'argent en échange. Donc, je vous parle de choses un peu horribles, mais c'est une réalité. Le cyberharcèlement prend des formes diverses. Donc, filles et garçons sont également touchés, mais avec des formes qui peuvent être différentes. Les réseaux sociaux où il y a le plus de cyberharcèlement aujourd'hui sont TikTok et Snapchat. C'est important de le savoir parce que, vous voyez, c'est ceux qui sont les plus utilisés par vos enfants. Et Snapchat, ce sont vraiment des espaces que vous ne voyez pas, puisque c'est des espaces privés. Il n'y a pas cette notion de compte public qui peut vous rendre voilà, le réseau social au moins visible, comprendre à quoi ça ressemble. C'est important de savoir aussi que le fait d'appartenir à une minorité, que ce soit le handicap ou à travers son orientation sexuelle, sa religion ou son ethnie, font que ce sont des publics qui sont plus exposés au phénomène de cyberharcèlement. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur le cyberharcèlement. Évidemment, c'est un délit. Moi, l'idée, c'est plutôt de vous donner des outils pour pouvoir en parler. C'est vraiment important d'en parler en amont avec vos enfants. D'abord, pour qu'ils soient capables de le reconnaître, de le repérer et de savoir comment agir, et quelle que soit leur position. Et on a aussi envie beaucoup de s'adresser aux témoins parce qu'ils ont un rôle clé dans le harcèlement et le cyberharcèlement. Et d'ailleurs, on ne devrait pas parler de cyberharcèlement, on devrait parler de cyberviolence, parce que quand on parle de harcèlement ou de cyberharcèlement, on est déjà dans quelque chose qui s'est répété et qui dure dans le temps. Ce qui est important de dire à vos enfants, c'est d'agir dès les premiers signes de cyberviolence. Les messages à faire passer, c'est on n'a pas le droit, c'est interdit, d'insulter, d'être malveillant vis-à-vis de quelqu'un en ligne. C'est interdit, on n'a pas le droit, c'est un délit. Et dans l'autre sens, on n'a pas le droit de se laisser insulter. Donc, il faut oser agir dès les premiers mots, dès la première parole, le premier geste, le premier comportement qui va nous mettre mal à l'aise, et d'oser le faire aussi pour les autres, et de dire tu ne devrais pas t'adresser comme ça, ce commentaire que tu fais, c'est juste malveillant, ça ne sert à rien, tu fais de la peine. Il faut aussi oser dire à ses enfants d'intervenir et de dire aux autres que ce que la personne vit n'est pas normal si elle subit du harcèlement, et d'oser dire à ceux qui le font que leur comportement n'est pas normal non plus. Donc, on a toute une série de vidéos, comment parler du harcèlement, que faire si mon enfant est harcelé, qu'est-ce que le cyberharcèlement, comment parler d'une situation de harcèlement à son enfant et comment le repérer. Voilà, on a une série de 5 vidéos de 2 minutes voilà, qui peut vraiment vous donner des repères très importants pour en parler avec vos enfants avec plein de conseils. Bien sûr, un numéro à connaître parce que vos enfants ne vous tourneront pas vers vous. Pourquoi ils ne se tourneront pas vers vous? D'abord parce que quand on est victime de harcèlement ou de cyberharcèlement, même si on est victime, on a le sentiment d'être coupable parce que tout est fait pour
pour nous laisser penser qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, quand on se sent coupable, on ne va pas aller se confier parce qu'on pense qu'on est responsable. Donc, vos enfants vont moins oser vous en parler. En plus, si ça se passe à travers les écrans, qu'ils ont un problème à travers les écrans, ils vont avoir peur aussi que vous leur interdisiez. Donc, ils vont avoir plus de réticence à vous en parler. C'est important qu'ils connaissent les outils. Donc, des outils comme le 3018, qui est aujourd'hui le numéro, mais l'important, ce n'est pas leur parler du numéro, c'est de leur dire que c'est une application, que c'est aussi maintenant un bouton de signalement qui est disponible dans les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok et qui leur permettent d'être en contact direct, rapide, de manière anonyme. Alors, ce n'est pas vraiment anonyme, c'est plutôt confidentiel parce que si les équipes du 3018 sont face à un cas grave ou un enfant est en danger, l'anonymat va être rompu tout simplement pour pouvoir aider la personne. Mais en tout cas, c'est un service qui est disponible aujourd'hui 7 jours sur 7, de 9h à 23h, et vous avez affaire à des psychologues, à des juristes. Ils sont en lien direct avec les réseaux sociaux aussi pour faire retirer du contenu. Ils ont tout un service mis en place pour pouvoir aider dans les procédures qui peuvent suivre. Donc, c'est vraiment un appui et un numéro à connaître pour être accompagné en cas de problème autour du numérique, autour du harcèlement, mais pas que. Quelques outils pour continuer à vous guider, et puis ensuite je vais répondre à vos questions. Donc on a plusieurs guides, voilà, pour en parler avec vos enfants, pour en parler avec vos ados, c'est vraiment pour compléter tout ce qu'on a pu voir ensemble. On a créé aussi un guide spécial pour gérer la rentrée numérique au collège. On mène une opération Internet sans crainte qui s'appelle Bienvenue les 6e, qu'on mène d'ailleurs en partenariat avec la PEP à chaque rentrée, pour justement attirer l'attention sur ce moment clé et charnière de l'entrée au collège qui est un vrai tournant dans la vie numérique aussi de vos enfants et qui nécessite un accompagnement spécifique. On vous a fait vraiment un petit guide très pratique qui sont des supports d'échange. Et à l'occasion là du Safer Internet Day qui a lieu la semaine prochaine et qu'on organise, on a créé 2 nouveaux guides, ils sont tout neufs et on les fait aussi en partenariat avec la PEP. Ils vont aussi être diffusés par la PEP auprès de vous. Qui vont s'intéresser à cette question de la responsabilité dont je vous ai parlé. C'est vraiment important que les enfants, que nous aussi parents comprennent nos responsabilités, mais que les enfants aussi. Et on a décidé de faire, de comprendre c'est quoi la responsabilité pour soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même pour être plus responsable en ligne vis-à-vis des autres, mais aussi pour la planète. On n'en a pas parlé ensemble ce soir, mais nos usages numériques ont un impact sur la planète. C'est aussi une forme de responsabilité d'en avoir conscience et de peut-être ajuster ses comportements. Donc voilà, ce sont 2 nouveaux supports. Je vous montre très vite en fait. D'abord, vous pouvez les trouver. Donc c'est dans l'espace Safer Internet Day parents pour les parents. Et je vous montre rapidement à quoi ils ressemblent. On arrive toujours un peu sur une page de présentation et vous accédez à la ressource. Mais ça se veut vraiment... je pense que j'ai des petits soucis de connexion là. Heureusement que mon... Ça va, vous m'entendez bien, ça ne coupe pas? On vous entend, en il n'y a fait, aucun souci. Les contenus se chargent assez bien sur Zoho. Il n'y a pas autant d'attente. Si vous testez chez vous, vous pourrez aller voir. Voilà, ça va, on arrive au bout. Donc, c'est vraiment un petit guide qui se veut un support aussi pour vous questionner vous-même. On vous invite voilà, à voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la responsabilité, mais c'est surtout des supports qu'on invite à regarder avec vos enfants. Aussi, voilà, vous questionnez-vous, c'est quoi pour vous être responsable en ligne? Ensuite, vous demandez à votre enfant, c'est quoi être responsable? Et vous verrez qu'on le porte à travers 3 messages. Pour nous, être responsable en ligne, c'est savoir dompter ces algorithmes. Donc, à chaque fois, on fait le point sur le sujet, il y a des contenus à explorer ensemble et on vous propose une petite checklist de parents et d'enfants pour justement apprendre à être plus responsable en ligne. Donc, vos enfants vous expliqueront c'est comment être en fait un exemple pour sa communauté. On peut tous l'être, donc ils sont tous construits de la même manière. Voilà, puis avec des ressources pour aller plus loin et le rappel de quelques numéros utiles. On a aussi sur notre site Internet sans crainte de nombreux dossiers thématiques sur le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, la parentalité numérique, les jeux vidéo, on a vraiment la fabrique de l'info. On essaie d'être le plus réactif possible par rapport à l'actualité, vous proposer vraiment des petits articles très courts, très concrets, vraiment pour vous outiller, vous donner des conseils, des moyens d'agir de manière assez rapide. Et j'en parle particulièrement parce qu'effectivement, comme toutes les structures, on est présent sur les réseaux sociaux pour parler de notre actualité, mais on a notre compte Instagram qui est vraiment dédié à la parentalité numérique, où on essaye à travers des contenus visuels, des vidéos, voilà, des carousels avec très peu d'infos, très concrètes, de vous accompagner
Voilà, vous voyez ici nos derniers posts sur WhatsApp, les jeux vidéo, des focus par tranche d'âge. On essaye aussi d'être réactif par rapport à des sujets. Voilà, comment éviter les crises liées à l'arrêt des écrans. C'est vraiment un espace où vous pouvez nous retrouver au quotidien avec des messages très courts et faciles à prendre en main. On fait des petits tutos aussi de paramétrage. Voilà, ça peut être un support aussi